Bienvenue dans cette nouvelle réunion publique. Alors les réunions publiques, c'est un concept qu'on a lancé, bon, c'est un jeu de mots, mais c'est surtout une réunion publique de la REM, évidemment, qui traite de sujets de notre programme, divers et variés, et l'idée, en fait, c'est d'aborder ce sujet avec différents acteurs, différents regards, qui vont se compléter, qui vont permettre d'apporter un débat, un échange constructif et riche sur ce sujet. Donc aujourd'hui, le thème, c'est la végétalisation de l'agriculture, thème qui est très actuel puisqu'on est en pleine crise agricole. Bonjour. Le salon... non, pardon. Désolée, il faut laisser le premier rang libre. Merci. Le salon de l'agriculture a fermé ses portes il y a peu de temps. On apprend que la PAC va être détricotée par la Commission européenne. L'agriculture est vraiment en berne, les agriculteurs se suicident. On a un suicide tous les 2 jours, notamment dans le milieu de l'élevage et du secteur bovin. Donc c'est un sujet qui nous tient à cœur de toute façon à l'arrêt, puisqu'on est un parti abolitionniste, on est pour la fin de tous les élevages, on est pour une transformation totale de l'agriculture, une végétalisation de l'agriculture. Mais au-delà de ça, on est pour une meilleure rémunération, évidemment, des agriculteurs. On est pour un accompagnement des agriculteurs vers cette végétalisation, qui est une urgence à la fois écologique, éthique et sociale. Donc on a un parti qui défend notamment les droits des animaux, on a un parti antispéciste. Et donc pour nous, c'était très intéressant d'aborder cette question d'une façon générale, mais d'autant plus à l'heure actuelle, puisque c'est un sujet assez brûlant, vous l'aurez compris. Donc ce soir, on a le plaisir et l'honneur de recevoir 3 invités assez passionnants. On a Jean-Marc Gansil qui vient en plus de La Réunion. Jean-Marc Gansil qui est membre du conseil d'administration de la REV depuis assez longtemps d'ailleurs. Tu es auteur de plusieurs essais politiques et notamment d'un ouvrage qui est sorti le 1er mars, qui est paru aux éditions Rue de l'Échiquier, qui s'appelle « Comment l'humanité se viande ». Tu es aussi fondateur d'une ONG de Darwin, c'est ça? C'est une ONG. Ah pardon, c'est une association. Et tu es aussi responsable de communication par contre d'une ONG qui s'appelle Globis et qui s'occupe de la protection des cétacés des mammifères marins, c'est ça? Exactement. On aura aussi Astrid Prévost qui est nutritionniste, qui a rédigé notamment un mémoire sur le thème nourriture, agriculture et diététique. Tu as aussi suivi un stage chez Virginia Marcus dans son sanctuaire. Virginia Marcus, elle a cofondé l'association Coédisté, qui est une association suisse et qui œuvre pour la reconversion des éleveurs. Donc à la REV, on est partenaire de cette association. Et donc tu vas pouvoir aborder la question, l'angle surtout de la santé, la question sanitaire de la végétalisation de l'agriculture. Et puis on a aussi Sylvain Auberieder, c'est comme ça que ça se prononce? Ouais. À peu près, tu rectifieras. Sylvain, tu viens du Grand Est, je crois, et tu es un ancien apprenti éleveur reconverti. Donc pour nous, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de profil aussi à nos réunions, parce qu'on a rarement l'occasion de discuter avec les gens qui sont au cœur de la question, directement touchés. Et c'est un sujet en plus qui est assez tabou, la reconversion des éleveurs, et de la part des agriculteurs. Donc on est super heureux de t'avoir. Donc merci beaucoup. On va démarrer avec Jean-Marc Gansil. Déjà, peut-être faire une introduction sur ton livre, pourquoi tu as voulu écrire ce livre-là et pourquoi spécialement sur l'angle écologique et non pas seulement éthique, comme on a l'habitude de t'entendre sur cette question. Bonjour à tous, bonsoir. Ravi d'être ici et d'échanger avec vous sur ces thèmes qui nous sont chers. J'imagine que je parle à des convaincus, donc il va falloir que je sois précis et clair. Pourquoi je n'ai pas écrit sur l'éthique? Parce que je suis peut-être moins compétent pour le faire que d'autres qui ont un background, des études, des réflexions antérieures aux miennes sur le sujet et qui sont bien abouties aujourd'hui. Moi, je pense on peut clore le sujet. D'une certaine façon, éthiquement parlant, c'est juste moralement injustifiable d'exploiter les animaux de quelque façon que ce soit, pour des fins qui ne sont pas d'ailleurs indispensables à la majorité des humains. Donc là-dessus, je pense qu'on se rejoindra et qu'on sera d'accord. D'autres l'ont bien dit, bien écrit, la fameuse convention, j'ai oublié le nom, aide-moi, la déclaration de Montréal, voilà, a établi assez clairement cet aspect des choses. Et donc j'ai voulu me concentrer sur un autre aspect
qui me semblait beaucoup moins creusé et être source de très nombreuses confusions, qui était l'impact de l'exploitation animale et notamment de l'alimentation carnée, spécifiquement, sur la planète, et donc la somme des dégâts que cette alimentation pouvait causer. En règle générale, c'est des choses qu'on aborde de façon assez superficielle et qui sont source d'énormément, à mes yeux, de confusion, d'amalgame, d'idées reçues, et qui maintiennent en fait l'idée qu'une forme d'exploitation et une forme d'élevage, ça va aller, bienvenue, une forme d'élevage responsable soit possible, une pêche durable soit tout à fait envisageable, que des formes d'élevage, notamment paysannes, soient, on va dire, vertueuses, et tous ces mensonges, puisqu'ils ne s'appuient pas sur ce que dit la science aujourd'hui, me paraissait indispensable à débunker pour qu'on ait une réflexion lucide, factuelle, objective, et sur laquelle on puisse entamer une convergence de deux mouvements qui me semblent alliés, mais qui trop peu souvent s'unissent, le mouvement écolo et le mouvement antispéciste. Parce qu'il y a tout un tas de représentations, notamment chez les écolos, qui ne permettent pas ces liens. Et ma conviction, c'est qu'on peut les dépasser si tant est qu'on partage un constat commun, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Donc pour ne rien vous cacher, initialement, mon bouquin il devait s'appeler « Comment l'écologie se viande ?» parce que j'étais exaspéré de voir certains leaders, influenceurs, on va dire leaders politiques, systématiquement reprendre des images, des représentations, des propos qui me semblaient totalement déconnectés de la réalité et dont ils ne mesuraient pas, à mon sens, la contre-productivité pour notre combat. On pourra y revenir, c'est notamment le cas de l'élevage paysan, de la pêche artisanale. Je me suis pris la tête avec pas mal de responsables politiques, récemment via les réseaux, ou encore récemment avec Hugo Clément sur sa dernière publication. Et on a là une forme d'aveuglement, ou en tout cas d'hypocrisie, qui à mon sens est effectivement très contre-productive pour la prise de conscience collective et la mise en œuvre d'actions qui s'imposent et qui indubitablement devraient nous conduire à refuser des formes d'exploitation injustes et écocidaires, voilà, tout simplement. Donc ce bouquin, il a pour vocation de lister les dégâts incommensurables que l'élevage et la pêche occasionnent, et ne pas simplement sous l'angle climatique, qui est trop souvent mis en avant au détriment de tout le reste, biodiversité, pollution, et on pourra les détailler si tu veux, en tout cas tous ceux que je ne veux pas spoiler le bouquin non plus, pour que vous ayez encore une surprise à le lire. Donc je fais effectivement un détail très précis, très factuel, très sourcé, très appuyé par des études sur ces sujets-là, et ça, c'est de ce que je peux constater, ça étonne beaucoup de monde de voir à quel point on est face à, je dirais, à un drame, en fait, tout simplement. Et ensuite, je m'emploie à débunker toutes les idées reçues qui circulent dans l'opinion sur ces enjeux-là. Notamment, comme je le disais, on pourrait revenir, les vertus de l'élevage paysan, la préférence pour le locavorisme, le moins mais mieux, ce qui m'exaspère au plus haut point, enfin tout un tas de choses de cette nature qui polluent le débat public et qui nous empêchent d'avancer. Je me suis pas mal inspiré d'un auteur et militant activiste que j'aime beaucoup en Angleterre, qui s'appelle Georges Monbiot. Pour ceux qui le connaissent, il est éditorialiste au Guardian, et il a une vision qui me semble beaucoup plus pertinente et avancée que celle de nos écologistes français, et qui affirme que face à l'urgence écologique, il y a deux choses à faire. Évidemment, laisser les énergies fossiles dans le sol, c'est quelque chose dont on peut évidemment reconnaître la pertinence, et manger des animaux. Pour lui, on a quasiment le même niveau de risque à ne pas le faire, parce qu'il a pris conscience et il a depuis longtemps creusé le sillon de ces conséquences catastrophiques de l'élevage et de la pêche, et qui les a bien, on va dire, popularisées en Angleterre. Et on voit, alors,
par son biais et par le biais d'autres activistes là-bas, que les débats sont différents et que l'antispécisme, ou en tout cas les formes, on va dire, d'alimentation végétale sont beaucoup plus développées dans ces pays-là. Nous, on est vraiment très conservateurs, ce rapport identitaire à la viande, et toutes ces illusions que véhiculent les partis politiques, et notamment ceux qui devraient s'en débarrasser, sont hautement toxiques pour nos combats. Voilà. Donc l'idée de ce bouquin, c'est justement de débunker tout ça, et puis d'ouvrir des fenêtres, si ce n'est d'espoir, en tout cas d'action, avec un catalogue, on va dire, de solutions, j'aime pas trop le terme, en tout cas de pistes, pour aboutir à la végétalisation de l'agriculture et à la sortie de l'élevage. Clairement, le propos il est abolitionniste, évidemment, même si on n'y parviendra pas du jour au lendemain. Salut. Et du coup, je plaide à la fin pour une écologie scientiste, à savoir une écologie qui, bien entendu, se préoccupe des écosystèmes et des dégâts occasionnés à la biosphère, mais également du sort des individus sentients qui ressentent douleur, plaisir, enfin, qui, tout autant que nous, ont le droit de vivre paisiblement leur vie sans qu'on en fasse des objets, des ressources, des stocks à nos fins exclusives. Voilà en gros. Merci. J'avais deux petites questions pour que tu puisses aller un peu plus loin sans pour autant dévoiler ton livre, évidemment, mais c'est surtout sur cette fausse idée reçue et argument, contre-argument par rapport à la réduction de l'élevage qui est brandie à la fois, d'ailleurs, par des lobbies agro-industriels comme la FNSEA qui surfent sur le terme... Enfin, c'est même pas la FNSEA d'ailleurs, c'est le lobby de l'élevage, même, le lobby de la viande, qui parle de flexitarisme en disant manger moins et mieux, comme tu le disais, mais à la fois aussi, comme tu le disais aussi, les partis écologistes qui sont censés, du coup, prendre des mesures plus écolo. En quoi, par exemple, continuer d'en manger, mais moins, pour toi, c'est toujours un problème. On comprend qu'il y a aussi la question éthique, mais même d'un point de vue écologique, et aussi en quoi l'élevage paysan, parce qu'on pourrait se dire, c'est une étape. Nous, c'est d'ailleurs ce qu'on s'est dit aussi en saluant, par exemple, la France Insoumise, c'est-à-dire que l'étape, c'est la réduction des élevages avant de les abolir totalement, et d'en finir d'abord avec les élevages intensifs, d'ailleurs. Pourquoi, toi, tu dis que l'élevage paysan, c'est autant un problème, voire peut-être plus? En quoi c'est un problème? Voilà, effectivement, c'est quoi? C'est contre-intuitif, mais je pense que certains d'entre vous ont déjà creusé le sujet. Soit on regarde la question sous l'angle éthique, et bien c'est le principe même de l'élevage qui pose problème, mais j'évacue cette question parce que c'est pas celle de mon ouvrage. Soit on regarde du point de vue écologique, et là, il faut éviter les amalgames fâcheux. Il y a évidemment des problèmes avec l'intensif, notamment sur les fuites d'azote, sur la concentration, les zoonoses, enfin tout ce qu'on peut reprocher à cette forme d'élevage insoutenable. Mais du côté climatique, on va dire, cette forme d'élevage, et puis c'est souvent l'argument climatique qui est mis en avant, elle est meilleure que celle de l'élevage paysan par tête de bétail. Pourquoi? C'est tout simple, parce que l'élevage paysan sur pâturage, puisque c'est tout dans celui-là dont on parle, il suppose que les bovins ne mangent que de l'herbe, et donc pour atteindre où l'herbe est puis potentiellement finie au grain, mais dans ces deux cas, ils vont rester longtemps en plein air, dans un champ, et le coût de transformation de l'herbe en viande, c'est un coût énorme en émissions, parce que, vous savez, la fermentation entérique, le système digestif des bovins, des ruminants, génère énormément de méthane, et dans le cas où ils sont sur prairies pâturées, ils vont rester beaucoup plus longtemps sur cette prairie parce qu'ils atteignent leur poids d'abattage beaucoup plus tard. Donc ils vont émettre pendant beaucoup plus longtemps. Et le problème n'est pas anecdotique ou anodin, puisque cette forme d'élevage, contrairement aux porcs et aux volailles, aux cochons et aux oiseaux, si on veut reprendre un vocabulaire antispéciste, contrairement à ces espèces-là, l'élevage extensif sur pâturage, ou en tout cas mixte avec pâturage et finition au grain, c'est le système dominant dans le monde. Il y a moins de 10% des élevages de bovins qui sont intensifs. En fait, l'occupation de l'espace par l'élevage bovin dans le monde est absolument gigantesque. Si je vous demande, par exemple, quelle est la place, quel pourcentage des terres émergées nos activités humaines représentent
sur les territoires. Je ne sais pas si vous en avez une notion. Des idées, non? Pas du tout. Donc l'ensemble des activités humaines, on va dire artificialisées, les routes, les entrepôts, les villes, et tout ça, sur les terres émergées de la planète, c'est 1% de l'espace. 1% seulement. C'est assez... moi je pensais que c'était beaucoup plus. Le pourcentage de terres émergées dévolues à l'élevage de ruminants dans le monde, d'après vous, c'est quoi en comparaison? C'est 77% des terres arables, mais c'est 30% des terres émergées. C'est un tiers du monde émergé, globalement, des terres qui sont dévolues soit aux prairies, soit aux cultures fourragères pour nourrir le bétail. Et donc, c'est en gros tout le continent américain, Nord, Canada, États-Unis, Amérique latine, Amérique du Sud, dans leur totalité. Tout ça, c'est de l'élevage, je rappelle, non indispensable de notre santé, et qui, bien sûr, ravage la vie de milliards d'animaux. Donc c'est complètement dingo. Et donc c'est autant d'émissions de méthane, de protoxyde d'azote liées à leur déjection, qui sont infiniment plus réchauffantes, on va dire, que le CO2. Le méthane, sur 25 ans, c'est 80 fois plus de pouvoir de réchauffement global que le CO2, et le protoxyde d'azote, c'est 257 fois plus réchauffant que le CO2 sur cette même période. Donc on a une urgence à arrêter ça, d'autant plus que c'est extrêmement efficace, à court terme, de cesser de répondre à l'enjeu climatique en cessant cette forme d'élevage, parce qu'on est très efficace, beaucoup plus qu'en arrêtant les énergies fossiles, parce que leur pouvoir de réchauffement, en l'occurrence là, des gaz que j'ai cités, est infiniment plus fort. Et l'impact aussi sur la biodiversité, qu'on nous rabâche sans cesse comme étant positif dans le cas du petit élevage paysan. On dit toujours « Ah, petit élevage paysan, c'est super, il y a des papillons, il y a des insectes et tout ». Certes, ça peut être le cas dans certaines formes d'élevage paysan bien gérées, où le surpâturage n'est pas la norme, où il y a un nombre assez faible de bovins, dans certaines circonstances de bocage, mais globalement, vous imaginez bien que supprimer 30% des milieux sauvages pour y installer du bétail et des cultures fourragères, ben c'est autant d'écosystèmes occupés par des animaux sauvages qui ont disparu. Donc, le ravage de la biodiversité est bien plus fort dans le cadre de l'élevage paysan, qui suppose ces étendues et ces surfaces pour tout simplement pour avoir cours, quoi. Donc en termes de climat, en termes de biodiversité, l'élevage paysan, c'est juste une cata par tête de bétail. Et comme c'est la norme, ne l'oublions pas, les fermes des 1000 vaches, c'est juste l'exception. Ce n'est pas vrai pour les cochons, c'est pas vrai pour les volailles, c'est pas vrai pour d'autres formes d'élevage. Mais pour cette espèce-là, pour les ruminants en général, c'est de l'extensif. Et donc c'est cata. Je ne sais pas si ça a été clair. Ouais. Dernière question avant de passer aux autres invités, mais sur la question écologique, encore une fois, comment ça se fait que des partis qui se disent écologistes, alors, dans ce cas-là, prônent l'élevage paysan et prônent cette réduction en passant par là? Est-ce que c'est parce que, justement, ils n'ont pas la notion antispéciste, ou est-ce que c'est à cause de l'aspect électoraliste, peut-être? C'est quoi le but, en fait? Ou c'est l'ignorance? Bah si, t'as tout dit, j'ai plus rien à dire. En gros, c'est tout ça à la fois. Je pense, pour avoir beaucoup dialogué avec certains d'entre eux qui défendent bec et ongles ces formes d'élevage. On n'a pas cité la pêche, d'ailleurs. La pêche, c'est pareil, hein. La petite pêche durable, c'est juste une parenthèse. Voilà, c'est génial. Bloom nous dit arrêtez l'industriel, mangez des poissons issus de la pêche durable. Bon. Quand on sait que, en gros, on sort 90 millions de tonnes de poissons des océans chaque année, et que la pêche artisanale, pour la consommation humaine, en sort 30 millions de tonnes à elle seule, soit la même chose que la pêche industrielle pour la consommation humaine, on se dit que où est l'avantage à prendre de la pêche artisanale, quoi. Le tiers restant, les 30 millions de tonnes qui restent, dont je n'ai pas parlé, c'est effectivement l'industriel, mais pas pour la consommation humaine, c'est pour le bétail, pour l'aquaculture, pour les volailles, pour les porcs, parce qu'on fait des farines animales, comme vous le savez, pour leur apporter de l'alimentation. Donc, en fait, ce discours, il est fallacieux. Ça ne marche pas. Donc, pourquoi les écolos qui ont l'air sincères, qui font un bon boulot, pour certains d'entre eux, bloquent sur cette question-là? À mon avis, il y a plusieurs raisons. La première, tu l'as citée, ils sont spécistes. Donc, le sort de ces animaux leur importe moins, ils voient moins le problème, ils se rassurent avec des illusions,
celle que je viens de débunker à l'instant. La plupart d'entre eux, par ailleurs, mangent de la viande. Je connais très peu d'écolos végétariens. Je ne sais pas si dans votre cas c'est la même chose, mais en tout état de cause, la plupart des écolos médiatiques, de Cyril Dion à presque Hugo Clément, je ne suis pas sûr qu'il soit, enfin il n'est pas vegan, c'est sûr, je ne suis pas sûr qu'il soit toujours végétarien, en passant par Yannick Jadot ou d'autres, ils sont tous viandards en fait. Donc il y a très peu de végétariens dans le milieu écolo. Donc parler de viande quand soi-même on fait l'inverse, enfin de réduction de viande, quand soi-même finalement on n'est pas lié, c'est plus compliqué. J'étais, peut-être certains d'entre vous m'ont écouté lundi sur la Terre au carré, j'étais face à un gars très sympa, hein, Benoît Granger du réseau Action Climat. Je lui demande s'il mange de la viande. Oui. Et bien sûr, du coup, pour lui, c'est pas trop difficile de prôner le moins mais mieux et le petit élevage paysan. C'est rassurant, ça donne bonne conscience. Mathieu Vidard, très sympa aussi, bah, il mange de la viande encore. Voilà. Les écolos, finalement, ne sont pas cohérents. Et du coup, c'est compliqué de passer ce cap-là. Et puis, bien sûr, tu l'as dit, politiquement, et on peut le comprendre, le seuil d'acceptabilité de ces idées, il est très faible. Aujourd'hui, ça provoque se dire abolitionniste, s'avouer antispéciste, le revendiquer, bah, c'est aussi créer de la réactance dans une opinion publique qui est très peu mature sur ces sujets, qui n'a pas forcément creusé, qui est très fortement manipulée par la pub, les lobbies et l'air du temps, enfin l'air du temps, en tout cas l'histoire. La viande, comme je l'ai dit, c'est très identitaire, c'est omniprésent dans nos repas, globalement. Il y a très peu de personnes qui finalement ont saisi ce combat à bras-le-corps, et leur intérêt politique n'est pas forcément celui de braquer une partie de l'électorat qui commence à faire des efforts, on va dire, mais qui ne va pas jusqu'au bout de cette cohérence. Merci. Alors, on va peut-être faire dans l'ordre visuel, si ça vous va. Astrid Prévost, donc toi tu es nutritionniste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement la végétalisation de l'agriculture d'un point de vue santé? Pourquoi c'est une nécessité? Qu'est-ce que tu as pu, toi, observer dans ton parcours? Déjà, avant de parler de la végétalisation de l'agriculture, je vais peut-être parler de la végétalisation de l'alimentation. Et c'est une nécessité parce que d'un pur point de vue santé, déjà, tout le monde est d'accord, je pense, pour dire qu'on mange trop de viande. Je pense qu'on va interroger n'importe qui dans la rue, tout le monde est d'accord pour dire ça, et tout le monde veut réduire sa consommation de viande. D'ailleurs, il y avait eu des études déclaratives faites par Réseau Action Climat que tu as cité, qui disent que 80% des Français disent avoir réduit leur consommation de viande. Et maintenant, c'est accepté par tout le monde que la viande et les produits d'origine animale, en général, sont pourvoyeurs d'acides gras saturés, d'acides gras trans, et ce sont des acides gras qui sont mauvais pour la santé, alors qu'à l'inverse, plus on végétalise son alimentation, plus on a une alimentation globalement saine, on a un apport de fibres qui est supérieur, et donc ça, c'est quelque chose qui est très protecteur contre des maladies modernes, donc contre les maladies neurocardiovasculaires, contre l'obésité, contre des maladies digestives. Et voilà, toutes ces maladies, c'est vraiment des maladies de société. Et évidemment, c'est multifactoriel, mais l'alimentation joue un rôle énorme là-dessus. Après, sur le côté agricole, c'est important de végétaliser l'agriculture parce que l'agriculture, c'est à la base de notre alimentation. Donc, quelque part, si on a une offre qui est plus végétale, forcément, ce qu'on va trouver en supermarché va être plus végétal et de facto, les gens vont manger plus végétal. Pour l'instant, un des problèmes auxquels on fait face, c'est que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que d'un côté, quand on demande à végétaliser l'agriculture, on nous répond oui, mais les consommateurs ne sont pas prêts. Et quand on demande à végétaliser l'alimentation, on nous dit oui, mais côté agricole, du coup, c'est pas ce qui est produit, donc ça ne va pas. Et je parlais tout à l'heure des études d'opinion du réseau Action Climat qui disent que 80% des Français, ou peut-être 81% des Français, disent manger moins de viande. Dans la réalité, ça ne se vérifie absolument pas. Parce qu'on a une étude qui est sortie l'an dernier, qui a été faite par l'Institut économique pour le climat, I4CE, qui montre qu'en réalité, non seulement depuis 2013, la consommation de viande n'a pas baissé, mais en fait, depuis 2-3 ans, elle est même en légère augmentation, particulièrement sur la viande de volaille, donc de poulet, etc., et sur les viandes transformées et ultra transformées.
Et ça s'explique par le fait que, en fait, il y a un tel différentiel entre le réel et le déclaratif, c'est parce que les gens n'ont même pas conscience de ce qu'ils mangent en réalité. Quand on parle de viande ultra transformée, ça peut être les morceaux de jambon qu'il y a sur la pizza. Ça, les gens ne réalisent pas que c'est de la viande. Même le poulet, au final, les gens ne réalisent pas que c'est de la viande. Voilà, il y a beaucoup de gens qui disent je mange de moins en moins de viande et qui ne réalisent pas que oui, la volaille, c'est de la viande aussi. Donc oui, c'est vrai qu'on fait face à des gros freins à ce niveau-là. Après, voilà, il y a aussi tout le volet institutionnel, mais ça, je crois que tu as d'autres questions un peu plus précises là-dessus. Oui, je vais enchaîner justement là-dessus directement. En plus, tu as travaillé pour l'AVF. Tu as été confronté à des témoignages, des gens qui vous interpellaient d'ailleurs, sur les difficultés à s'alimenter de façon végétale, notamment dans les instituts publics, dans les cantines. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Donc, à l'Association végétarienne de France, j'ai travaillé sur notamment le volet VG Cantine, donc tout ce qui est restauration collective. Et c'est vrai qu'on était confrontés à la fois à des parents donc végétariens, véganes, qui voulaient avoir accès à des options végétariennes ou véganes pour la cantine de leur enfant, et c'était pas possible. Parce que pour l'instant, la seule chose qui existe dans la loi, c'est un repas végétarien par semaine, obligatoire. Et ça, toutes les écoles ne le respectent même pas parce qu'il n'y a pas de sanction pour les écoles qui ne mettraient pas ça en place. Donc là, ça fait plus de 4 ans que la loi est mise en place et il y a encore, on a fait une étude justement pour savoir à quel niveau c'était accepté ou pas, enfin mise en application, et on a trouvé que, en tout cas dans le secondaire, 40% des établissements ne respectent même pas cette obligation de un menu végétarien par semaine. Et tout ce qui est végétalien, donc vegan, alors là, c'est à 10 milliards de lieues de ce qui est possible, entre guillemets, en tout cas de ce qui est imaginable. Et dès qu'on réclame des repas végétaliens, alors là, voilà, on se confronte à un mur, c'est juste pas possible. Et c'est d'autant plus traître que en fait, les parents souvent essayent d'être assez arrangeants, ils essayent de demander l'autorisation de ramener eux-mêmes le repas de leur enfant à la cantine. Et là, on leur dit non, pour des raisons d'hygiène. En gros, on leur dit que c'est pas possible parce que ce serait prendre trop de risques au niveau de l'hygiène. Ce qui est intéressant, alors ça s'est pas passé chez nous, ça s'est passé au Danemark, mais au Danemark, il vient d'y avoir une décision de justice pour des parents qui ont été confrontés à ce cas-là et qui allaient dans le sens des parents. Donc l'école a été condamnée pour discrimination. C'était une école maternelle. Et la justice danoise, du coup, a reconnu que le fait à la fois de ne pas autoriser les parents à ramener la nourriture de leur enfant et de ne pas fournir d'options véganes, c'était discriminant envers la petite qui subissait ça. Parce que si elle n'avait pas été végane, elle n'aurait pas subi ce même traitement différentiel par rapport à ses camarades. Voilà, ce que je peux ajouter, c'est que également, moi j'ai travaillé sur une campagne qui a été très très intéressante, qui est encore en cours. C'est quelque chose qui s'est passé à la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est une action qui a été initiée par quelqu'un qui avait été emprisonné en préventif pendant 11 mois et qui pendant ces 11 mois n'avait pas eu accès à des repas véganes en prison. Donc lui-même était végane de longue date, très bonne santé, aucun souci, il avait même fait des analyses avant de rentrer en prison et tout était parfaitement, tout allait bien. Et suite à ces 11 mois de détention durant lesquels il a vraiment rien pu manger, dans le sens où il y a des jours où même tout ce qui était accompagnement, donc féculents, légumes, était mélangé à du beurre ou à de la crème. Donc il y a vraiment des journées entières où il ne pouvait rien manger. Bon, forcément, au bout de ces 11 mois, il est ressorti en très mauvaise santé. Il avait de nombreuses carences. Il était en dénutrition. Et donc progressivement, il a amené ça devant les tribunaux nationaux. Et de fil en aiguille, il a réussi à amener son cas devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, c'est en cours. A priori, il y a de bonnes chances pour que ça fonctionne, en tout cas pour que son cas soit reconnu comme un cas de discrimination. Et ça, c'est très important parce que la question de fond qui est posée à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est de savoir si le véganisme est une conviction protégée ou non, un peu comme une religion au final. Parce que pour l'instant, c'est pas encore clairement établi. Et si jamais la Cour européenne statue dans ce sens-là, ce serait assez énorme, parce que ça voudrait dire que ce serait reconnu dans les 46 pays qui dépendent de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc voilà, ce serait un début. Après, il faudrait faire appliquer cette décision, mais ce serait déjà quelque chose d'assez énorme. Et d'ailleurs, Émeric Caron avait fait une vidéo pour soutenir cette action. Alors, j'avais une autre question, justement. Ça y est, ça marche. Tu parlais de discrimination et même de jugement ou de méconnaissance peut-être de la part de parents ou même des institutions elles-mêmes. On entend aussi beaucoup parler du jugement des médecins
notamment pendant la grossesse, mais même après, pour nourrir les enfants, etc., et même pour nourrir les adultes, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ça, déjà, peut-être aussi débunker éventuellement les idées reçues sur le régime végétalien ou végétarien même. Mais au-delà de ça, pourquoi les médecins ont encore ce discours et voilà, quel est le niveau de formation? Est-ce que ça évolue? Où on en est par rapport à ça? Et peut-être la France vis-à-vis des autres pays aussi, ça m'intéresse. Alors déjà, je vais peut-être commencer sur l'alimentation végétarienne, enfin les alimentations végétariennes ou végétaliennes. C'est tout à fait possible, évidemment, d'être végétarien ou végétalien et en parfaite santé. Ça, c'est reconnu depuis de nombreuses institutions internationales depuis longtemps, notamment la plus grande association de nutritionnistes et de diététiciens au monde, c'est American Association of Dietetics, si je me souviens bien du nom, qui, dès 2016, avait déclaré qu'il était tout à fait possible d'avoir une alimentation entièrement végétale et d'être en parfaite santé à tous les âges de la vie, donc que ce soit pendant la petite enfance, pendant l'âge adulte, pendant la grossesse, pour les personnes âgées et ou pour les athlètes. Ensuite, ce qu'on peut dire sur l'état actuel des choses en France, c'est que par rapport aux médecins en particulier, déjà de base, ils ont très peu de formation en nutrition. Il y a une vingtaine d'heures de nutrition sur leur cursus qui dure 10 ans, donc c'est rien du tout. Mais beaucoup de monde se réfère à leur médecin pour tout ce qui est nutrition, mais malheureusement, ce ne sont pas les mieux formés. Alors, mis à part ceux qui font vraiment des formations complémentaires. Pour ce qui est de la diététique, en fait, il y a très très peu de connaissances sur les alimentations végétales dans le parcours diététique. Alors, ça commence à arriver vraiment à pas feutrer, parce que depuis qu'il y a la loi Egalim, les diététiciennes qui travaillent notamment dans la restauration collective, dans les hôpitaux, sont quand même un petit peu obligées de s'y mettre. Mais c'est plus du côté réglementaire qu'on nous apprend ça dans la formation. Il y a quand même très très peu de choses sur le côté vraiment purement nutritionnel. Et puis, il y a toujours beaucoup de préjugés parce que les profs de diététique eux-mêmes ne sont pas encore formés. Donc voilà, c'est très inégal d'une formation à l'autre, d'une école à l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas de... rien n'est vraiment harmonisé et donc il y a encore beaucoup de préjugés qui circulent là-dessus. Et puis au niveau des diététiciennes qui sont en poste, qui sont déjà formées, là c'est pareil. En gros, selon la période à laquelle elles ont été formées, les plus anciennes, si elles ne se sont pas mises à jour, elles peuvent encore penser qu'il n'y a pas du tout de protéines dans les végétaux. Pour information, les protéines viennent des végétaux. Les animaux ne fabriquent pas eux-mêmes les protéines, ils ne fabriquent pas eux-mêmes le fer non plus. Ça vient des végétaux qu'ils ont mangés. Donc oui, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce volet-là. Et puis ce que je peux ajouter sur la question, c'est que du coup, dans tout ce qui est restauration collective, certains lieux ont des diététiciens, des diététiciennes sur place, notamment certaines écoles, pas toutes, mais il y en a qui ont des diététiciennes sur place. Dans les hôpitaux, il y en a quasiment toujours. Mais du coup, parfois, ce sont ces personnes-là qui freinent sur la végétalisation. Et là, comme je disais, dans la formation de diététique, il commence à y avoir des choses sur l'alimentation végétarienne. Par contre, sur tout ce qui est végétalien, alors là, c'est encore... en gros, vivre sans produits laitiers, c'est impossible. En tout cas, dans ce qu'on nous dit. C'est pas du tout le cas en réalité. Mais voilà, c'est encore le son de cloche qu'on entend. C'est que, les produits laitiers, c'est indispensable. Donc oui, ceci explique cela. Ok, je te remercie. Ce micro me boycotte. Serait-il éleveur? Sylvain, tu diras ton nom de famille correctement toi-même parce que je n'ai pas envie de l'écorcher. Ancien apprenti éleveur, si tu peux commencer par nous donner un peu ton témoignage, ton parcours, comment t'en es arrivé là, et puis après je poserai des questions complémentaires. Alors, le bon nom de famille, c'est Aubert-Huder. Aubert-Huder. Déjà, bonsoir tout le monde. Je suis ici pour compléter ce magnifique trio et apporter un peu la version éthique, j'ai pas vu le micro, éthique de tout ce que j'ai vécu. Et donc, mon histoire, en fait, elle a commencé un peu vers mes 13-14 ans, en fait, c'était fin de collège. Et j'avais toujours, en fait, voulu m'engager dans tout ce qui était monde animal et tout ça. Et en cherchant un peu, en fait, au moment du stage de 3e, j'ai décidé d'aller faire un stage dans une exploitation laitière qui est littéralement à 2 pas de chez moi.
Et en fait, c'est là où j'ai eu un peu la grande révélation, quoi. Ouais, en fait, ces animaux, c'est les vaches que je veux, c'est vraiment en fait les animaux de ferme. Et donc à partir de là, j'ai décidé de vraiment me lancer là-dedans, sans pour autant vraiment me lancer dedans, parce que j'ai continué, n'empêche, à faire un bac charpentier, bref. Euh, En faisant ce bac, je continuais quand même à faire des stages à côté dans un peu toutes les fermes, donc en fait, je me suis vraiment créé un énorme entourage. Tout mon entourage après était constitué en fait d'agriculteurs. J'allais aider tout le monde, j'allais les week-ends, les soirs, en rentrant des cours et tout ça. Et à la fin de mon lycée, du coup, j'ai décidé d'aller faire une formation pour adultes dans l'agricole, donc un BPAWA, un brevet professionnel responsable d'entreprise agricole. Et en fait, c'est en faisant cette formation que j'ai commencé à voir un peu d'autres choses, sortir un peu des zones où j'étais. Et en voyant d'autres choses qui m'ont énormément déplu, je me suis aussi rappelé d'autres choses que j'ai encore vécues avant dans les autres fermes où j'étais. Donc, bon, je vais pas trop m'étendre, mais en gros, je suis rentré dans les abattoirs, donc j'ai vu ce qui se passe dans les abattoirs. Donc après, j'ai vu tout ce qu'on connaît avec le monde de l'élevage laitier, des mères séparées de leurs petits, etc. Enfin bref, tout ce qui s'ensuit, je pense que vous savez déjà. Et donc dans cette formation, d'un coup, j'ai décidé d'aller voir mon formateur, et c'est là que je l'ai totalement retourné en disant, je ne passerai pas mes modules fin d'année, et parce que en fait, je ne veux plus faire ça, quoi. Donc là, alors là, je l'ai entièrement retourné. Donc je n'ai pas passé mes modules, j'ai quand même fini ma formation, et à la fin de ma formation, j'ai décidé de voir un peu ce qui était possible dans le nouveau monde que j'imaginais pour moi, donc le monde animaliste. Et donc là, après, je suis tombé sur Virginia Marcus, donc je crois qu'en fait ici on connaît un peu tous Virginia Marcus. Et je suis d'abord allé faire un stage chez elle pendant un week-end. Et ensuite, pendant ce stage, du coup, j'ai raconté mon histoire, et donc mon histoire l'a touchée, et elle a décidé enfin, elle m'a proposé de m'interviewer en racontant mon histoire. Donc, chose bien sûr que j'ai accepté. Et donc, en fait, c'est après cette interview que tout a commencé à changer, quoi. Donc, ces interviews étaient postées sur les réseaux. La plupart de mes amis sur les réseaux donc, étaient des agriculteurs. Et après cette interview, en fait, j'ai été tabassé virtuellement sur les réseaux. Aujourd'hui, bon, forcément, il n'y a plus aucun agriculteur qui me parle, mais je suis très bien comme ça parce que je me suis créé totalement un nouvel entourage, un entourage qui me correspond, et je continue quand même à vivre autour de ces agriculteurs, donc c'est quand même, on va dire, pas trop évident tous les jours, pas pour moi, mais pour eux, parce que moi, personnellement, je m'en fiche qu'ils vivent autour de moi. Mais voilà, je vais essayer de pas trop faire de hors-sujet parce que j'arrive très facilement à parler hors-sujet. Donc voilà pour le plus gros. Non, mais c'est pas hors sujet, c'est dans le sujet. Mais non, mais ce qui m'intéresse, c'est à la fois, bon, t'étais apprenti, t'as pas élevé des animaux pendant très longtemps, mais qu'est-ce qui pour toi a été le déclic? Quelle vision t'avais toi de l'élevage? Et ensuite, tu dis que suite à ta prise de conscience et ta reconversion entre guillemets vers le monde animaliste, tu t'es un peu coupé des agriculteurs. Est-ce que tu n'as pas rencontré aussi des agriculteurs pour qui c'était aussi un mal-être, ou peut-être que tu as entrevu ce mal-être même sans qu'ils te l'avouent? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que c'est vrai que Virginia Marcus, dont tu as parlé, nous dit qu'elle, en Suisse, en tout cas, la reconversion fonctionne, que des agriculteurs viennent vers elle d'eux-mêmes. Par contre, dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas apparemment, parce que c'est un sujet assez tabou. Mais voilà, il y a quand même de plus en plus d'éleveurs qui font cette démarche. Est-ce que tu peux nous dire ce qui peut pousser aujourd'hui un éleveur à faire cette transition et cette démarche? Alors, pour moi, je pense que vraiment ce qui pourrait faire changer les éleveurs aujourd'hui et les choses pour lesquelles ils veulent changer, en tout cas ceux que je connais, c'est vraiment pour les raisons éthiques. Il y a beaucoup d'agriculteurs, je connais beaucoup bien sûr, où je pense que tabou est un petit mot, c'est carrément quelque chose qu'on ne peut pas du tout aborder avec eux. Le sujet de reconversion, le sujet de tout ce qui est souffrance dans le monde agricole, ça on peut totalement leur parler parce que bien sûr ils vont être pour, mais alors reconversion c'est pas du tout possible de leur parler, quoi. Et je connais donc beaucoup de paysans qui sont là-dessus, mais heureusement j'en connais aussi qui veulent changer, mais qui n'osent pas changer. Parce que justement ils sont entourés d'un monde qui, comment dire, influence énormément, a toujours
pousser plus, toujours s'agrandir, acheter, j'en ai en tête particulièrement, mais acheter le dernier tracteur à la mode, acheter de plus en plus de têtes, je parle dans leur langage, mais acheter de plus en plus d'animaux, augmenter tout ça. Mais oui, bien sûr, j'en connais qui vraiment souffrent de ça, qui veulent énormément changer, mais qui n'osent pas sauter le pas à cause de cette vision qu'a les autres envers eux, quoi. C'est vrai que sauter le pas, c'est quelque chose de très dur, et je suis le premier à le dire, hein, j'ai entièrement cassé tout le monde que j'avais pour construire mon nouveau monde, mais oui, autre chose est possible, quoi. Et est-ce que l'aspect économique aussi n'est pas un facteur de la reconversion, en tout cas pour ce qui est de ceux qui ont passé le pas en Suisse dans le sanctuaire, où d'ailleurs tu as passé aussi un stage. Je crois qu'elle a pris en stage tout le monde ici. Non, pas toi. Et en stage la semaine prochaine. Est-ce que l'aspect éthique, économique, justement, ça peut pas aussi être un levier pour amener les éleveurs à entamer cette reconversion, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les chiffres, c'est la MSA qui les donne, hein. C'est un suicide tous les 2 jours, et en grande partie chez les éleveurs bovins, et surtout pour des raisons de dette, donc ils sont endettés. Est-ce que c'est propre à l'élevage pour toi? En tout cas, est-ce que c'est un facteur aggravant? Et est-ce que ça peut pas aussi les pousser à aller vers une agriculture végétale qui finalement serait peut-être plus viable aussi d'un point de vue financier? Est-ce que ça peut pas être un sujet pour les amener à cette question? Alors oui, non, je pense que, de toute façon, avec ma vision, bien sûr, le végétal, c'est le futur, bien sûr. Mais ça, malheureusement, c'est pas la vision de tout le monde. Et j'ai quelque chose qui me vient en tête, c'est que quand j'étais dans ma formation agricole, donc on avait trois professeurs, c'était professeur d'économie, professeur d'élevage et le professeur général. Et les 3 professeurs avaient le même discours, c'est que aujourd'hui, si on veut être agriculteur, il faut investir un max, s'agrandir un max, être le plus gros, limite faire de l'intensif. Ils ne le disaient pas, mais c'est ce qu'ils pensaient. Et donc, ils nous encourageaient à investir le plus possible, parce qu'ils nous disaient, plus vous investissez, moins vous aurez d'impôts, donc vous pourrez encore plus investir, s'agrandir, être plus gros que le voisin. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et pour la reconversion des éleveurs en Suisse, je pense que... Pardon, j'arrive pas trop à parler parce que j'ai 6 heures de route dans le ventre, il faut que j'arrive à aligner les pensées. Mais oui, donc j'ai eu l'honneur de rencontrer beaucoup d'éleveurs d'anciens éleveurs que Virginia a reconvertis. Et en fait, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant. Ils ont osé sauter le pas et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus heureux dans ce qu'ils font. Financièrement, ils sont aussi beaucoup plus épanouis, ceux que je connais, mais je pense que c'est un peu global pour ceux qui se reconvertissent. Et pour les milieux pour lesquels se reconvertir, on a beaucoup qui, en tout cas chez Virginia, soit vont dans un modèle végétal, soit se reconvertissent entièrement et vont dans une autre filiale. J'ai en tête Stéphane Beau, le fameux Stéphane Beau qui est un ancien éleveur qui s'est reconverti maintenant et qui a une pâtisserie végétale. Et quand on les voit, en fait, c'est les personnes les plus heureuses du monde, quoi. Ils sont heureux déjà dans leur éthique, dans leur manière de penser et de vivre, et économiquement parlant aussi. Oui, du coup, j'aimerais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai vu aussi chez Virginia, sachant que moi, ce qui m'a intéressé dans le fait d'aller faire un de mes stages de diététique là-bas, c'était de pouvoir parler de l'effet sur la santé des anciens éleveurs qu'avait cette reconversion, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, en fait, ces personnes deviennent végétaliennes, parce que à un moment donné, ça ne fait plus de sens pour eux d'arrêter l'élevage, parce que c'était trop dur pour eux d'envoyer leurs animaux à l'abattoir, mais de continuer à manger les animaux des autres. Donc voilà, de façon très logique, en fait, à un moment donné de leur parcours, ils deviennent végétaliennes et végétaliens. Et j'avais pris l'exemple dans mon mémoire d'un de ces anciens éleveurs qui est atteint d'une maladie auto-immune depuis plus de 20 ans. Et les maladies auto-immunes, il faut savoir que c'est physique, mais il y a aussi un côté très psychologique où très souvent, quand il y a des moments où on est un petit peu plus fragile psychologiquement, il peut y avoir des crises qui se déclenchent. Et en fait, tout l'effet de cette reconversion, changement alimentaire inclus, avait vraiment amélioré l'état de santé de cette personne de façon assez hallucinante. Déjà parce que, en fait, sans faire de régime, il avait perdu 15 kilos en devenant végétalien. Et donc, ça, sur ses articulations, ça jouait parce que, moins de pression sur les articulations.
Et puis, vu qu'il était plus aligné avec lui-même, avec ses valeurs, il avait aussi moins de crises. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé assez marquant et qui va, je pense, tout à fait dans le sens de ce que tu dis. Et par contre, oui, j'avais tout à fait constaté ce que tu disais, que en fait, je pense que c'est pas possible de forcer la reconversion de quelqu'un. Et vu que c'est vraiment un milieu où il y a une très grande omerta, où il faut vraiment rester, montrer qu'on est de fer, qu'on est un homme, qu'on est fort, qu'on est dur, etc. C'est pas possible d'aller toquer à la porte de quelqu'un et de dire bonjour monsieur, il faudrait vous reconvertir. Et ce que fait Virginia, justement, je pense que c'est très intelligent, c'est vraiment de faire connaître ce qu'elle fait, notamment en passant par les médias, en parlant de ce qu'elle fait, et ça permet que les éleveurs et les éleveuses qui se posent des questions, à un moment donné, viennent eux-mêmes toquer à sa porte. Bonjour. Et en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que ça va être un animal qui va toucher le cœur de l'éleveuse ou de l'éleveur et qui va du coup entamer un processus de reconversion. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment l'histoire d'un animal qui va provoquer la prise de conscience. Alors je rebondis sur ce que disait Sylvain, pas exactement dans la continuité de ce que tu dis, mais parce que ça me fait penser à ta question de tout à l'heure, et j'ai oublié une idée majeure par rapport aux freins que les écolos ont à embrasser ces questions-là et à se réfugier dans des représentations, on va dire, datées, fantasmées, ou en tout cas contre-productives. C'est toujours la même idée, cette idée de nature. Je vois Sandro derrière, là-bas, on a bien creusé ce sujet à de multiples reprises, mais toujours dans l'esprit à la fois de ces éleveurs dont tu parles, et puis des écolos en général, il y a l'idée que chaque animal est renvoyé à une fonction qui est de l'ordre des lois naturelles, qu'elle est immuable, que tout ça contribue à l'équilibre d'un écosystème, que du coup on est légitime, comme d'autres prédatent certains animaux, nous-mêmes à ingérer cette chair, avec laquelle du coup on fait quasiment communion dans une espèce de cosmogonie qui emprunte au fantasme des peuples premiers, tout ça. Et tout ça c'est légitime finalement une consommation, et ça donne, on va dire, ça invisibilise à la fois les dégâts écologiques et les problèmes éthiques que ça peut soulever. Et c'est tout ce que charrie la philosophie du vivant portée par des gens comme Morisot, comme Descola, comme Vinciane Després ou d'autres, reprise par des écolos médiatiques à l'envi, dans des reportages où, comme d'habitude, on diabolise l'industriel et on valorise du soi-disant naturel, qui est en fait du traditionnel, avec des amalgames qui finalement sont extrêmement préjudiciables à nos combats. Et donc il y a une vraie quand même problématique idéologique qu'il ne faut pas nier entre la vision qui est la nôtre, celle des antispécistes, et une vision du vivant assez peu argumentée finalement, qui ne tient pas trop la route, mais qui est quand même très puissante dans les esprits. Voilà. Et ça génère des formes de légitimation dans toute cette filière, chez tous ces acteurs qui en vivent, et puis dans ceux qui ont intérêt à pas trop se préoccuper de ces questions pour des raisons politiques, et qui eux-mêmes sont en dissonance, et qui du coup vont la reproduire, la réalimenter en permanence, et puis la tenir pour finalement immuable. Donc on a vraiment aussi un vrai problème idéologique qu'il ne faut pas nier avec l'écologie politique classique, qui légitime ça, comme elle légitime la chasse, de la même façon, pour certains écolos. Et voilà, donc il y a aussi un combat politique vraiment pur et dur à mener sur ces idées. Du coup, moi je voulais rebondir là-dessus et revenir un petit peu sur ce que tu disais justement sur le fait que promouvoir le petit élevage entre guillemets et puis promouvoir le moins mais mieux n'était pas du tout légitime. Moi j'avais écrit un article là-dessus et là dernièrement Hugo Clément justement on a beaucoup parlé et moi je lui avais laissé un commentaire aussi là-dessus. Moi, ce que j'explique, c'est qu'en réalité promouvoir le petit élevage ça sert l'intensif. Parce que du coup les gens se disent que c'est bon, je n'achète de la viande que de petit élevage. J'ai vu je ne sais pas combien de personnes me dire ça en mangeant du saucisson Justin Bridou, mais véridique. Donc en fait les gens ont toujours tendance à se justifier en disant que oui c'est bon parce que en fait, le lundi ils sont allés acheter de la viande à la boucherie du coin, ça ne vient que du petit élevage du coin. Mais en réalité ça ne sert absolument pas, même la diminution, même sans parler d'arrêter de manger de la viande, ça ne sert même pas la diminution, ça justifie la consommation des gens. Et en réalité, ça justifie de maintenir sa consommation.
Donc oui, ce discours et cette illusion de dire voilà, vive le petit élevage, en réalité, ça maintient les niveaux de consommation actuels. Et donc, tant qu'on maintient les niveaux de consommation actuels, on ne peut pas faire autrement que de passer par l'intensif. Donc, en réalité, moi, ce que je défends, c'est de dire que même les personnes qui sont dans cette vision, justement, en gros, qui défendent le petit élevage, devraient défendre la végétalisation de l'alimentation. Parce qu'on ne peut pas ne faire que du petit élevage si on ne diminue pas et si on ne passe pas par une vraie végétalisation de l'alimentation à au moins 80%, mais minimum. L'inégalité sociale, ça va. Ça induit aussi les questions d'inégalité sociale, parce que qui aura accès à cette viande, forcément chère si on n'y avait que celle-là, ça c'est déjà une question, évidemment, qui n'est pas traitée quand on promeut ce type d'élevage-là. Et par ailleurs, du petit élevage paysan, je reviens sur l'idée de l'espace occupé. Avec nos niveaux actuels de consommation, si on devait généraliser cette forme d'élevage, on n'aurait tout simplement pas assez de terre, pas assez d'espace pour généraliser l'élevage extensif. Pardon. Alors, Astrid, tu parlais d'illusion, là, on parlait aussi d'idéologie, mais justement, est-ce qu'au-delà même de la politique et de l'idéologie, il n'y a pas aussi un phénomène même presque psy? On parlait tout à l'heure de dissonance cognitive. Peut-être le fait de se voiler la face, je sais pas, est-ce que vous pouvez expliquer ça, ce phénomène, en particulier justement chez les éleveurs qui disent, par exemple, on entend souvent cette phrase, mais moi, mes animaux, je les aime, c'est comme mes enfants. Sauf qu'ils les envoient à l'abattoir, donc est-ce que les enfants les envoient? Bon, je sais pas. Et je pense que vraiment, il y a un amour, je nie pas ça. Mais comment il peut y avoir ce discours-là et en même temps aller envoyer ces animaux à la mort? Ça, c'est pour les éleveurs, mais après, c'est aussi du côté des consommateurs et puis même les ouvriers d'abattoir. Enfin, comment on peut à ce point séparer en deux le discours et les actes, en particulier chez les consommateurs d'ailleurs, qui eux, pour le coup, il n'y a que l'acte, ils ne sont même pas directement face à l'animal. Comment vous pouvez expliquer ça? Du côté des consommateurs, déjà, je pense que c'est très très facile de se voiler la face parce que quand tu vas en supermarché, un paquet de jambon, ça ressemble pas à un animal. Une cuisse de poulet, ça ressemble pas à un animal. Donc en fait, je pense que si tu n'as pas envie de savoir, c'est très facile de ne pas savoir. Et là, on voit bien ce qui se passe depuis qu'il y a les vidéos de L214, etc., qui sont révélées. En fait, il y a quand même cette justification de se dire oui, mais c'est juste un cas isolé. C'est pas partout pareil. Et ils ont pris vraiment le cas qui était particulier. Et voilà, c'est pas. Enfin, moi, ce que je mange, c'est pas pareil. Après, je pense que pour beaucoup, il y a aussi la facilité. Concrètement, je pense que quand tu as un travail de 9h à 18h et que tu as 4 enfants à nourrir et que tu vas au supermarché, tu prends ce qui est à disposition. Et là-dessus, je pense que le gouvernement freine énormément et les lobbies sont très très forts là-dessus parce que notamment, là, on a vu passer un décret pour interdire les appellations de viande végétale. Ça, en tout cas dans ma vision des choses, ça va vraiment freiner le développement de ces alternatives. Et déjà, c'est pas justifié parce que par exemple le terme steak, ça vient de l'anglais tranche. Même le terme viande, à la base, ça désigne la vie, ce qui a trait à la vie, donc c'est pas du tout justifié. Et en fait, ça va provoquer que, étant donné qu'il n'y aura plus les mêmes appellations, du coup, les gens ne sauront plus exactement à quoi ça sert. Si on appelle ça une galette, pour moi, de base, une galette, c'est une crêpe. Donc ça veut dire qu'on n'en fait pas la même utilisation qu'un steak. Même au niveau de la GMS, donc la grande et moyenne distribution, ça va compliquer les choses pour eux, pour leur rayonnage. Ils ne vont pas forcément savoir où le mettre en rayon. Et du coup, ça va faire chuter les ventes aussi. En tout cas, moi, tel que je le vois, c'est comme ça que ça risque de se passer. Donc je pense que ça... En tout cas, ils ont eu raison dans leur façon de raisonner, de faire comme ça. Et voilà, sur les consommateurs, je pense qu'il y a toutes ces raisons-là qui jouent. Je pense que du côté des agriculteurs, en fait, je pense qu'on manque, au niveau de la société en général, mais particulièrement du côté des agriculteurs, je pense qu'on manque d'imagination. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce qu'expliquait Sylvain, quand tu es en formation et quand tu es dans ce milieu-là, on t'explique que c'est possible uniquement de fonctionner comme ça. Donc si on te dit que c'est comme ça, en fait, tu vas pas forcément chercher ailleurs, et d'autant plus quand tu es dans l'agriculture, une fois que tu es bien verrouillé là-dedans et que tu as tes dettes à payer, etc., tu vas pas forcément chercher à voir plus loin, et si tu commences à te poser des questions, ça fait peur. Si tu as des dettes à payer, forcément, tu n'as pas forcément envie de te projeter dans quelque chose qui est complètement différent, parce que ça peut être extrêmement anxiogène. Donc oui, voilà sur les éléments que je peux donner.
Alors ouais, je vais rebondir là-dessus, et aussi sur ce que tu as dit. C'est tous les paysans que j'ai connus, par contre, ça c'est vrai, ils aimaient tous leurs animaux. Quand on les écoutait, et c'était vraiment, ils sont rentrés dans ce milieu pour l'amour qu'ils ont envers ces animaux, tout comme moi je l'ai fait. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on pouvait parler avec eux la veille de cet amour qu'ils ont envers eux, et ils pouvaient même, le jour même, aller les caresser, se coucher à côté d'eux. Et le lendemain, quand j'arrivais, il y avait le camion de l'abattoir qui était là, et tous les vaches, enfin, une partie des vaches était là, en train d'être rentrées dans ce camion. Il y a quelque chose, ouais, qui est incroyable là-dedans, et moi, c'est par contre quelque chose que j'ai jamais réussi à comprendre. C'est cette séparation entre, ouais, cet amour qu'ils ont pour eux, et ça, c'est ce que tu as dit, cette demande qu'il y a derrière, quoi. C'est après un engrenage, c'est clair, il commence à rentrer dans un engrenage il faut après produire. Si je veux continuer à en avoir, il faut que j'arrive à en vendre, il faut que je produise plus de lait, il faut que j'emmène ce veau à l'abattoir, il faut que j'arrive à vendre celle-là. Après, c'est vrai que c'est un engrenage qui, là, j'avoue, est très difficile à démanteler, quoi. Si je peux ajouter un petit point là-dessus, je pense que ce qui joue beaucoup aussi, c'est la division des tâches. C'est-à-dire que sur ces éleveurs qui aiment leurs animaux, très clairement, je pense qu'à un moment donné, ça ne leur pose plus de problème parce que c'est pas eux qui tuent les animaux. Alors eux, certes, ils les font partir dans le camion, mais ils les voient pas en train de se faire égorger, découper, etc. Et à l'inverse, les ouvriers d'abattoir, eux, ils ne connaissent pas les animaux. Ils savent pas qui est qui. Donc, je pense que voilà, c'est plus facile dans ces cas-là. Ça reste un métier, je pense, extrêmement difficile, mais ils n'ont pas ce rapport qu'a eu l'éleveur avec l'animal. Donc, ils n'ont pas cette même difficulté qu'aurait l'éleveur à tuer lui-même son animal. Oui, effectivement, comme disait Alzelma, avant ils les tuaient eux-mêmes aussi, mais ça leur posait pas plus de problèmes. J'ai vu un reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est passé sur France 3 récemment, l'abattoir idéal. Déjà le terme, ça... L'abattoir idéal. Et en fait, c'était des éleveurs eux-mêmes, en Creuse, dont je suis originaire, qui se sont réunis pour créer leur propre abattoir. Et ça leur posait pas plus de problèmes que ça, de contribuer quasiment eux-mêmes, même s'ils avaient des employés, mais ils étaient toujours là avec les bêtes qu'ils ont aimées et amenées eux-mêmes dans leur abattoir, de les y égorger, quoi. Donc c'est vrai que moi aussi, c'est un truc qui me fascine. J'ai des copains éleveurs. C'est un peu plus compliqué de discuter ensemble en ce moment, mais il y a très clairement un attachement à leurs bêtes qui est incontestable, et puis une forme pour eux de nécessité qu'ils ne questionnent pas à les amener à l'abattoir, en relation à ce que je disais précédemment, là, toute cette représentation, tout cet imaginaire avec lequel ils composent pour justement passer ce cap et cette étape. Mais effectivement, c'est assez hallucinant, et la dissonance cognitive, elle est dans tous les témoignages qu'on peut entendre dans ce reportage, elle est partout, quoi. C'est absolument dingue de voir à quel point il y a un discours très empathique d'un côté, et puis un acte derrière qui va complètement à l'encontre de cette compassion, quoi. C'est fou, et c'est vrai que j'ai personnellement beaucoup de mal à me l'expliquer, quoi. Alors, ce qui est dingue aussi, là je sors un peu de mon rôle d'animatrice, là je parle en tant qu'antispéciste, mais ce qui est dingue aussi, c'est qu'en même temps, on a un discours de la part des éleveurs quand il y a un problème d'épidémie, par exemple, et qu'on envoie à l'abattoir une masse d'animaux. Là, ça leur pose un problème, et là, ils sont très tristes. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'ils perdent aussi des produits, hein, c'est pas juste des animaux, c'est aussi de la marchandise. Il y a ça. Et puis, il y a aussi un autre truc que je trouve dingue, c'est le fait qu'ils passent parfois, ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, ça les épuise. Souvent, on voit l'exemple des éleveurs qui passent des heures à accoucher des vaches ou des choses comme ça, donc qui permettent de faire naître des animaux, de faire naître, faire émerger de nouvelles vies, et finalement les envoyer après à la mort quelques jours, parfois quelques mois après. Les mêmes animaux, ça leur pose pas de problème. Ou alors, ils ne le disent pas. Peut-être que ça leur pose un souci inconscient, je ne sais pas, je suis pas psy. Mais en tout cas, c'est un sujet hyper intéressant. Et juste pour finir là-dessus, et puis après on enchaînera sur les points bloquants et les solutions, et puis on parlera avec le public surtout, on fera un échange. Peut-être qu'il y a aussi cette question le fait de romancer l'agriculture. On voit à travers des films, à travers des émissions de télé. Enfin, l'amour est dans le pré, quoi. Je veux dire, non mais c'est vrai, c'est quand même une émission qui fonctionne à fond. Et la vision qu'on en a, alors pas nous en tant que militants, évidemment, on voit,
Mais je veux dire, le grand public, ce qu'il voit, c'est des personnes qui aiment leurs animaux, qui d'ailleurs se crèvent à prendre soin de leurs animaux. C'est le discours qui nous est répété en permanence, quoi. Donc il y a ça aussi peut-être qui n'aide pas à faire prendre conscience aux gens que derrière, il y a la mort aussi, quoi. Et puis il y a l'usage des mots, tu en as parlé tout à l'heure par rapport à l'alimentation, mais aussi même dans les morceaux de viande. Donc, comme tu disais, le jambon, déjà, il n'y a même pas le mot cochon dedans. On parle de surprise pour parler d'un morceau de, je sais plus quoi d'ailleurs, de bœuf, je crois. Enfin, il y a des mots comme ça, de filet mignon. Enfin, c'est quand même des mots qui n'aident pas. Juste, si vous pouvez peut-être parler, alors vous en avez déjà un peu parlé, mais là c'est sur le plan politique, ce qu'on aime bien faire dans nos réunions publiques, c'est parler des solutions politiques, pas seulement du constat, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive pas à entamer cette végétalisation, ou en tout cas elle ne va pas assez vite, et qu'est-ce qui au contraire pourrait faciliter cette transition à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour les professionnels. Voilà, ça nous intéresse parce qu'après, nous, on puise de vos discours des idées de mesures pour enrichir notre programme aussi, parce que c'est ça qui nous intéresse dans notre parti politique, c'est se baser sur vos témoignages et votre réalité. En fait, moi j'ai un catalogue de pistes et de mesures dans le bouquin qui n'ont rien de très original, qui sont juste, on va dire, un agrégat de tout ce qu'on a pu proposer, tenter, soutenir ces dernières années, ou en tout cas ce que certaines études scientifiques préconisent. Donc aujourd'hui, si on est lucide, si on tient compte des dernières connaissances scientifiques disponibles, le chemin vers... si ce n'est l'antispécisme, en tout cas la réduction de la consommation carnée, il est bien jalonné. La réduction du cheptel, la taxation de la viande, le soutien à la reconversion des éleveurs, l'innovation, y compris technologique, sur les substituts et les alternatives, voilà, des subventions qui pourraient être accordées dans toutes ces directions sont évidemment souhaitables, mais sont très lourdement combattus, comme on l'a vu dans la dernière séquence malheureuse suite à la colère des agriculteurs, sont très lourdement combattus par le système en place qui va systématiquement saper toute possibilité de les faire émerger. On l'a vu, comme tu l'as rappelé, sur les appellations, c'est d'un ridicule absolu, mais c'est beaucoup plus grave que ça dans les subventions massives qui continuent à être versées dans ce système pour en prolonger l'existence, voire même pour l'intensifier. On a vu que des mesures réglementaires avaient été prises dans cette dernière partie douloureuse de cette séquence qu'on a vue récemment, vise à encourager l'intensification des élevages, vise à maintenir des taux, des hauts niveaux de cheptel et à surtout refuser toute forme de réduction du nombre de bêtes. Voilà, tout va à l'envers. Voilà. Pourtant, on a toutes les armes, tous les arguments, toutes les connaissances, tous les faits qui sont aujourd'hui disponibles pour prouver, démontrer, argumenter sur des directions souhaitables. Donc c'est vraiment un combat, il faut on va dire le répéter, militer justement pour le faire entendre, parce que aujourd'hui, rationnellement, tous les arguments sont de notre côté en fait. Éthique, écologique, sociaux, économique, écologique, enfin on a tout quoi. Et voilà, il faut y aller quoi. Mais effectivement, les gouvernements conservateurs et qui aujourd'hui malheureusement sont dominants ne nous aident pas. Sur le côté politique, moi ce que je pourrais dire, c'est que peut-être la première chose à rappeler, c'est que si on en est là aujourd'hui, c'est à cause des politiques alimentaires et agricoles qui ont été menées par le passé, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. La PAC a vraiment dessiné ce qu'on a dans nos assiettes aujourd'hui. Si on mange autant de viande, autant de produits laitiers, etc., c'est parce que ça a été subventionné comme c'est pas permis, et c'est parce qu'il y a eu un choix, il y a eu des choix politiques à la base. C'est pas venu de nulle part, et quand on entend le fameux argument « oui, mais on a toujours mangé de la viande », non, on n'a pas toujours mangé de la viande à tous les repas comme on le fait aujourd'hui. Il n'y a pas toujours eu des paquets de jambon et des steaks sous vide dans les supermarchés, parce que déjà avant, il n'y avait pas de façon de conserver les aliments. Donc,
oui, certes, les humains ont mangé de la viande depuis très très longtemps, mais c'est pas forcément une bonne raison pour continuer à le faire, sachant que déjà niveau nutritionnel et niveau santé, on peut très bien faire sans. Mais surtout, le niveau auquel on consommait de la viande et des produits d'origine animale n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît maintenant. Et par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que niveau politique, et notamment niveau politique français, tout est fait pour maintenir le statu quo, voire pour augmenter encore ce qu'on fait déjà et ce qui va mal. Mais là, on a bien vu que, comme tu l'évoquais, suite à la crise des agriculteurs, du coup, le gouvernement a justifié le fait de mettre en place des mesures pour augmenter le cheptel. Ils ont même parlé de faire en sorte que dans les programmes scolaires, il y ait des choses pour promouvoir l'élevage et pour ne surtout pas faire en sorte de dire aux enfants qu'il faudrait peut-être diminuer sa consommation de viande. Donc oui, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un monde de fous où tout va à l'envers. Et donc sur les solutions que tu évoquais, en fait, il faudrait faire tout l'inverse de ce qu'on fait maintenant. Et je pense que là, on est dans un moment charnière parce que, en fait, on a une fenêtre. Là, on a une bonne moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les années qui viennent, dont des éleveurs. Donc, si on mettait en place ce qu'il faut, notamment pour diriger les jeunes vers des filières végétales et non pas vers des filières animales, ça permettrait déjà de régler une bonne partie du problème, dans le sens où il n'y aurait pas besoin de mettre en place justement des reconversions qui peuvent être coûteuses, etc. Mais par contre, je pense que malgré tout, pour les éleveurs qui sont en place maintenant, c'est important qu'il y ait des solutions de reconversion, pas seulement par des petites associations comme c'est fait maintenant, mais vraiment qu'il y ait des dispositifs subventionnés et aidés de reconversion. Parce que là, si ça se faisait, s'il y avait ces incitations, ça pourrait réellement aider à faire en sorte que les éleveurs qui, pour l'instant, bloquent complètement sur le sujet, se dirigent là-dessus. Parce que si les agriculteurs se sont dirigés vers l'intensif, etc., c'est aussi parce qu'ils y ont été incités financièrement. On leur a dit, produisez plus, donc produisez plus de tout, produisez plus de céréales, produisez plus de viande, produisez plus de tout. Ils l'ont fait. Et maintenant, ils se rendent compte que ça ne marche pas parce que financièrement, ça ne va pas. Mais on continue quand même à leur dire, oui, mais si ça ne va pas bien, c'est parce qu'il faut que vous produisiez encore plus et c'est parce qu'il faut que vous investissiez encore plus. Donc oui, moi, dans ma vision des choses, c'est vraiment le moment de changer de façon de faire. Mais pour l'instant, en France, ça n'est pas ce qui se profile. Et là, on a les élections européennes qui arrivent. Et je pense qu'avec les élections européennes, j'espère qu'on a une fenêtre pour essayer d'agir à ce niveau-là, parce que la France, le gouvernement français, en tout cas, se réfugie beaucoup derrière le niveau européen pour prendre comme prétexte qu'il n'est pas possible de changer parce que sinon ça aurait des conséquences trop négatives par rapport à la concurrence européenne. Donc là, je pense que si au niveau européen, on arrive à faire changer les choses, ça obligerait du coup les pays comme la France, qui sont très rétrogrades sur le sujet, à mettre en place les mesures qui vont bien. Et ce qui se fait d'ailleurs déjà dans certains pays, justement au Danemark, il commence à changer, en Allemagne, il commence à changer, et on voit que ça fonctionne. Alors certes, il peut y avoir des petites velléités de la part des agriculteurs, mais dans l'ensemble, ça fonctionne. La consommation de viande est en train de baisser dans ces pays-là, contrairement à nous. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment des choses très très importantes à faire côté politique, et je pense que autant côté agriculture que côté alimentation, il faut bien être conscient que ce qu'on a dans nos assiettes vient d'abord de la politique. C'est pas juste je mange ce que je veux, ça c'est pas vrai. Je vais essayer de répondre à cette question politique, même si je suis une vraie bille en politique. Pour vous dire, c'est hors sujet, mais pour vous dire, c'est honteux de dire ça ce soir-là, mais j'ai appris la crise agricole par mon banquier, j'en savais rien du tout. Mais je vais quand même essayer d'y répondre. Je pense d'abord que la végétalisation de l'agriculture, si on ne montre pas qu'il y a autre chose de possible, si, comme tu as dit, on n'instaure pas à la source même des subventions, des aides et tout ça, et qu'on ne montre pas qu'il y a autre chose de possible, c'est clair que ça ne va pas avancer. Allez chez un paysan et dites-lui de changer pour un modèle agricole, vous allez voir l'accueil que vous allez avoir, quoi. Et je pense que tout ça, tu parlais de la France, et je pense que tout ça, c'est aussi un peu dû à cause de la pression qu'on a en France de cette grande gastronomie, de cette grande pâtisserie et tout ça. Je pense que c'est quelque chose que j'aime bien dire, parce que je pense que c'est vraiment un grand point existant, selon moi. C'est qu'on a vraiment cette pression de la grande nourriture. On est des exemples pour d'autres pays, des grands cuisiniers des autres pays qui viennent chez nous pour apprendre la grande cuisine. Ça veut dire beaucoup de choses.
moi, j'habite en Alsace et donc je suis voisin avec les Allemands et les Suisses et là-bas, il y a vraiment une toute autre mentalité, quoi. Les Allemands, les véganes allemands, ça se compte en millions. Les Suisses, pareil, les Suisses en reconversion dans la Suisse allemande, c'est des chiffres extraordinaires. Même en Suisse romande, du coup, ça commence à venir grâce à l'association Coexisté de Virginia Marcus. Mais voilà, pour dire que je pense qu'il faut vraiment que les solutions viennent de la source, selon moi. Alors je sais que c'est pas du tout facile, ça c'est clair, hein. Ça va prendre du temps, je pense, mais pour moi, il faut que ça vienne de la source, qu'on montre quelque autre chose de possible et instaurer des aides, quoi. Alors, même si évidemment il faudrait tout révolutionner, hein, on est d'accord avec ça, mais concrètement, en termes de mesures, nous par exemple, on prône un changement changer les conditions d'accès à la PAC, par exemple. C'est-à-dire là, pour l'instant, c'est conditionné à l'hectare. C'est plus on agrandit notre exploitation, plus on a de l'argent. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer ces conditions-là? Plus on végétalise, plus on a de l'argent, par exemple. Est-ce qu'il faudrait... On a parlé des lobbies. Nous, on est carrément pour dissoudre les lobbies écocidaires, mais bon. Mais en tout cas, il faudrait réfléchir à comment on peut faire en sorte qu'il n'ait pas autant de poids en politique. Et à l'inverse, peut-être, c'est des pistes que je vous soumets, mais voilà. À l'inverse, peut-être donner un peu plus de poids et de pouvoir de décision aux institutions, aux scientifiques. On entend par exemple le GIEC qui dit que d'un point de vue climatique, il faut réduire les élevages. On a la Cour des comptes, qui est tout sauf de gauche, qui dit qu'il faut réduire les élevages. On a l'OMS sur la santé, parce que tout à l'heure tu disais qu'une alimentation végétalienne ne posait pas de soucis, mais dans l'autre sens, une alimentation carnée peut poser des soucis, l'OMS le dit. Donc il y a quand même toutes les institutions publiques et même indépendantes et privées parfois qui font quasiment consensus dans ce sens, de réduction, voire d'abolition, parce qu'il y a aussi des projections comme ça. Et pour autant, ils n'ont pas de pouvoir de décision. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas aussi instaurer un système où ces institutions-là puissent avoir un droit de veto, peut-être? Donc il y a tout ça aussi à réfléchir. Est-ce que là, comme ça, puis après, si vous voulez, on échangera aussi avec la salle, vous auriez des pistes de mesures très concrètes qui pourraient être mises en place là, au niveau de l'Europe ou au niveau de la France, mais qui faciliterait la tâche, et même sur le plan social aussi, pour la consommation peut-être. Déjà, ce que tu évoquais sur la PAC, je pense que c'est absolument nécessaire, parce que oui, là tu parlais des aides à l'hectare. Enfin, très clairement, il faut se dire que les aides à l'hectare, ça sert à l'élevage, et notamment à l'élevage intensif, parce que qui est-ce qui consomme les produits qui sont issus des grandes cultures, des très très grandes cultures? C'est l'élevage pour nourrir les animaux en maïs et en légumineuses, parce que les rations des animaux, c'est constitué principalement de maïs avec des compléments en légumineuses pour le côté protéines. Donc oui, très clairement, si on change un petit peu l'attribution des aides de la PAC, ça va forcément changer la façon de produire. Sur le côté dissoudre les organisations qui sont écocidaires, alors moi je serais évidemment 100% pour. Maintenant, je ne m'y connais pas assez côté juridique pour savoir ce qui est possible ou pas, mais après oui, très clairement, je pense que ce serait vraiment souhaitable. Et puis après, sur le côté consommation, déjà, je pense que si on change la production et si on met en place les réglementations qui vont bien pour faire en sorte aussi que ça ne provoque pas plus d'importations, parce que ce ne serait pas souhaitable de réduire la production française, mais de provoquer plus d'importations de viande et de produits laitiers d'ailleurs. Du coup, en mettant tout ça en place ensemble, ça pourrait largement jouer sur la consommation, en faisant en sorte qu'il y ait des vrais messages de santé publique qui passent, parce que là, pour l'instant, il n'y a aucune communication qui est faite pour végétaliser l'alimentation, ou alors c'est vraiment des mesurettes. Je vois à côté VG-Cantine et Association végétarienne de France, on a un tout petit peu travaillé avec le ministère de l'Agriculture là-dessus pour promouvoir la loi Egalim et les repas végétariens de la loi Egalim. Concrètement, ils nous ont donné, je crois, quelques dizaines de milliers d'euros, sachant qu'en termes de budget du ministère, c'était rien du tout, et sachant que le deal, c'était qu'eux nous finançaient ça, mais nous, on était censés mettre sur la table même plus d'argent que ce qu'eux avaient mis dans le programme. Donc oui, je pense que c'est vraiment un sujet qui doit être mis en place par les institutions publiques et pas juste par les petites associations, parce que malheureusement, on n'a pas les moyens financiers qui vont bien. Donc ça, ce serait quelques idées. Et si ça, déjà, s'était mis en place, ce serait déjà pas mal pour vraiment communiquer, faire connaître. Et puis,
même peut-être avant ça, avant même de communiquer là-dessus, déjà qu'ils arrêtent de s'opposer à tout ce qui est végétalisation de l'alimentation, parce que là, depuis quelques années, on se prend quand même des balayettes. Donc ce serait bien qu'ils arrêtent de faire ça. Ouais, on a déjà évoqué pas mal de pistes, on a donné quelques directions et solutions, mais c'est vrai que ce qui est troublant, c'est que, comme tu l'as rappelé, toutes les agences sanitaires, que ce soit françaises, européennes ou mondiales, font consensus sur la nécessité d'aller vers cette végétalisation. Donc on est vraiment sur une question, on va dire, de résistance politique pour maintenir un système dont on sait qu'il est à bout de souffle. Et donc c'est quand même assez troublant d'incohérence, de bêtises même, par rapport à notre avenir collectif. Moi, j'ai une autre suggestion, que je n'ai pas d'ailleurs formulée dans le bouquin, mais c'est aussi, au-delà des cantines, à se tourner vers le secteur privé. Moi, je suis toujours outré, estomaqué de voir qu'il y a si peu de propositions dans tous les restos, végétales, végétariennes, véganes, n'en parlons pas. Je crois, là, je viens de Bordeaux, là, j'ai été il y a 2 jours. Il y avait une école qu'on héberge à Darwin qui forme ses étudiants à la végétalisation de la cuisine. Donc, ils forment des jeunes qui veulent résolument aller dans ce sens-là. Ils ne trouvent pas de boulot, tout simplement parce que les restos qui pourraient les employer ne vont pas vers ces cuisines-là, quoi. Donc aujourd'hui, on forme des jeunes à des métiers d'avenir, et en face, on a des restos qui sont désespérément traditionnels et conservateurs sur leurs propositions culinaires. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc d'une certaine façon, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi suggérer, je ne sais pas trop comment, mais que quelques cartes que ce soit, publiques ou privées, doivent proposer des alternatives végétales pour ceux qui le souhaiteraient. Moi, je suis encore assez choqué par le fait que c'est si difficile au XXIe siècle d'avoir des propositions goûteuses, plurielles, diverses, et on a juste généralement des accompagnements qu'on nous sert sans viande, quoi. Et donc avec des qualités nutritives très limitées. Donc là-dessus, je crois aussi qu'il faudrait mettre l'accélérateur, quitte à imposer des choses. On peut rêver, mais je crois que c'est aussi important d'impliquer le privé dans cette révolution. Merci. Tu voulais compléter ? Non. Un tout petit point que j'aimerais ajouter, ouais, c'est quand je disais agir à la source, c'est aussi du coup, comme tu l'as dit, agir chez les étudiants, quoi. Chez ceux qui font des diplômes, que ce soit bac, CAP ou comme moi, formation pour adultes. Ça, c'est vraiment agir à la source en leur montrant aussi que, comme j'ai dit avant, montrer qu'il y a autre chose de possible. Dans la formation que j'ai fait, donc forcément, moi j'ai pris spécialisation élevage. On a visité beaucoup de fermes, et il y a une ferme qui me revient en tête qu'on a visité, c'était un élevage de cochons avec un bâtiment tout neuf, et il y avait une partie, la partie tout au fond de la ferme qui était la partie où les cochons étaient censés partir à l'abattoir. Et donc c'était vraiment en fait la partie où on laissait, et donc ces cochons avaient des excréments qui allaient jusqu'au ventre, donc ils ne pouvaient même pas se coucher sans être littéralement noyés par les excréments. Et pour vous dire, on était accompagné de notre professeur d'élevage. On est monté en hauteur, un peu là où il y avait les bottes de foin et tout ça. Il nous a montré tout ça dans son ensemble, et il nous a dit, vous voyez, ça c'est l'avenir, c'est ses propres mots. Il a dit, ça c'est l'avenir, c'est ce que vous devez faire. C'est raisonnable, c'est équitable, il nous a sorti tous les beaux mots. Et je crois que ce jour-là, en fait, j'étais un peu le seul à me rendre compte de ce qui se passe réellement, quoi. Donc si on remplaçait ça par des professeurs qui vont nous montrer, je sais pas, je dis des bêtises, des cultures de champignons ou des cultures de chanvre qui est de plus en plus demandées, je pense que ça pourrait aussi éveiller de plus en plus de conscience, quoi. Si je peux faire un tout petit ajout, tu parlais tout à l'heure de l'OMS, etc., enfin de tout ce qui va dans le même sens, au final, de dire que notre consommation de produits d'origine animale, aujourd'hui, elle est complètement dingue. Mais en fait, côté nutrition, ce qui est assez compliqué, c'est que en fait, pour une étude, tu vas toujours trouver une contre-étude. Notamment, on parlait des lobbies tout à l'heure, et il y a quand même un sacré pouvoir pour commander des études qui vont dans leur sens. Et quelque chose qui est vrai, par contre, en nutrition, c'est que c'est extrêmement multifactoriel. C'est-à-dire que quand on fait une étude en nutrition, on ne peut jamais dire
que c'est réellement dû à un seul facteur. Parce que très souvent, il y a tellement de choses qui vont rentrer en compte. Il y a certes l'alimentation de la personne, mais c'est très difficile de prouver que tel résultat est dû uniquement à l'alimentation. Et ça, c'est quelque chose qui sert énormément les lobbies, parce que du coup, ils vont essayer de pointer ailleurs. Ils vont dire oui, mais du coup, c'est peut-être dû au mode de vie de la personne, ou peut-être que c'est lié à du tabagisme, ou peut-être que c'est lié à un environnement, enfin, mettons, une habitation qui est malsaine. Donc voilà, enfin, là, j'explique vraiment de façon très généraliste, mais ça brouille beaucoup les lignes aussi, et c'est quelque chose que moi, en tout cas, dans mes discussions politiques, je me suis souvent pris dans les dents, c'est le côté oui, mais c'est multifactoriel. Du coup, c'est très très compliqué et du coup, on ne peut pas changer. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir et peut-être prendre en compte. Merci beaucoup pour vos interventions. Est-ce que vous auriez des questions dans la salle ? Oui, bonjour Céline. J'aurais plusieurs questions, alors je vais essayer de faire concis. Par rapport à vous, madame, alors je me fais un peu l'avocat du diable, je suis végétalienne et toutes mes analyses de labo sont nickel, pile poil. Cela dit, quand on me pose la question, l'argument de la B12, là je coince parce qu'apparemment ça fait consensus que les végétaliens doivent se complémenter en B12, alors peut-être que vous avez autre chose à dire. Et dans ce cas-là, on va me dire, comme quoi, c'est pas naturel, c'est pas ça. Bon, moi, j'ai envie de dire, les évolutions technologiques maintenant permettent de faire qu'on peut se complémenter et qu'on n'a plus besoin de tuer d'animaux ou de manger des sous-produits animaux. Mais bon, là, je coince un peu, donc si vous avez des arguments. Aussi, il y a eu, quand Azelma parlait de L'amour est dans le pré, vous avez vu peut-être que sur Netflix, il y a une émission à l'inverse, bien dans son assiette, où des paires de jumeaux, il y avait un régime omnivore et l'autre végétalien, et on en arrivait que le végétalien était meilleur. Voilà. Apparemment. Mais enfin, ça, quand même, quand Télérama fait la critique de cette émission, Télérama ne peut pas être taxé de CNews ou de pro-FNSEA, mais il dit quand même que c'est du prosélytisme vegan. Donc voilà, il y a un peu de poids de mesure entre quand il s'agit de défendre l'élevage traditionnel et ça. Et à propos aussi de ce qu'on disait, que peut-être le véganisme allait être reconnu comme une philosophie et que donc à la Cour des droits de l'homme. Et si ce n'était pas le cas, je me demandais quand même si on ne pouvait pas faire connaître qu'il y a déjà, si on considère qu'il n'y a que les religions qui ont droit d'être reconnues comme des philosophies et être prises en compte, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème? Parce que si on regarde dans les cantines, les deux seuls qui sont pris en compte, c'est islam et judaïsme, puisqu'il n'y a pas de porc dans les cantines depuis des décennies par rapport à ces deux religions. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire reconnaître que les hindous, les bouddhistes, dont beaucoup sont végétariens par religion, auraient droit aussi au repas, et donc faire un argument qu'il n'y ait pas de discrimination entre les religions si seul le motif religieux est retenu. Voilà. Juste, Émeric Caron, député Rêve, disait que le repas le plus laïque qui soit, c'était le repas végétalien. Ok, donc je vais répondre aux questions dans le désordre, mais donc je vais commencer par la dernière sur le fait de faire reconnaître les autres religions par rapport aux cantines. Ça, malheureusement, pour l'instant, ce qu'on se fait répondre, c'est que ça n'est pas assez important pour être pris en compte. C'est-à-dire qu'en termes de nombre, il n'y a pas suffisamment d'hindouistes, de bouddhistes, etc., pour que ce soit pris en compte, alors que la demande, pour le coup, de repas sans viande ou de repas sans porc, pour le coup, elle est vraiment importante. Là-dessus, c'est difficilement entendable, mais en même temps, c'est la réalité de ce qu'on se fait dire. Sur la question de la B12, il y aurait pas mal de choses à dire. Déjà, ce qu'on peut commencer par dire, c'est qu'aujourd'hui, l'immense majorité des animaux d'élevage sont supplémentés en B12. Donc en réalité, les personnes qui pensent ne pas se supplémenter en B12 et qui pensent récupérer leur B12 de façon totalement naturelle avec leur viande sous vide au supermarché, en fait, ils sont supplémentés parce que les animaux le sont. Ensuite, pour le coup, c'est très, très idéologique cette argumentation, parce que aujourd'hui, tout le monde est supplémenté en iode via le sel de table, sauf qu'on s'en rend pas compte parce que c'est dans le sel de table. Donc là, pour le coup, ça pose de problème à personne. J'ai jamais entendu personne se soulever contre la supplémentation en iode dans le sel en disant que c'était pas naturel.
Donc voilà, c'est vraiment 2 poids 2 mesures. Et de même, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes de faire des petites cures de vitamine C à droite à gauche, de prendre des suppléments à certaines périodes. Donc là, voilà, oui, vitamine D aussi. Donc voilà, je pense que là, ça pose de problème à personne. Mais par contre, quand on parle d'arrêter de manger les animaux, là, tout de suite, on va chercher tous les arguments possibles et imaginables quand on mange de la viande, je pense, pour justifier son comportement. Et donc, la B12, ça vient sur la table, tout comme la question de la naturalité, tout comme la question de l'île déserte, etc. Enfin, ça fait un petit peu partie du package d'arguments et de questions qui viennent sur la table pour se rassurer sur son propre comportement. Ce qu'on peut dire d'autre sur la vitamine B12, c'est que oui, à l'heure actuelle, dans les connaissances actuelles, il faut se supplémenter en B12 quand on est végétarien, et c'est même conseillé quand on diminue sa consommation de produits d'origine animale. C'est très largement recommandé aussi, moi je le recommande pour les personnes âgées, parce que quand on vieillit, on a tendance à moins bien absorber la B12, et d'après des études canadiennes, il y aurait 30% des personnes au-delà de 60 ans qui seraient en manque de B12. Et la B12, ça joue sur tout ce qui est neurologique notamment. Donc voilà, pour les personnes, pour les seniors, c'est quand même une bonne idée aussi de se supplémenter en B12 pour d'autres raisons, mais quand même. Ce qu'on peut dire pour terminer, c'est que la vitamine B12, c'est la dernière vitamine qui a été découverte. Ça date que de 1948. Donc, dans l'état actuel des choses, on ne connaît pas de source de B12 végétale fiable. Maintenant, les connaissances en nutrition évoluent, donc rien ne dit que dans une dizaine d'années, on ne découvrira pas je ne sais quelle plante qui est source de B12 et qui est suffisamment biodisponible pour les humains. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, il faut se supplémenter en B12 quand on a une alimentation végétale. Et il y avait une dernière question, je sais pas. Netflix ? Oui, pardon. Oui, Netflix. Oui, après, moi, j'ai vu le documentaire, je l'ai trouvé très bien. Et après, alors, d'un côté, je peux comprendre la remarque de Télérama parce qu'effectivement, c'est fait à l'américaine, c'est très scénarisé, c'est très bien fait. Là-dessus, c'est pas complètement faux que c'est orienté, mais en même temps, j'ai envie de dire, tout est orienté. Aujourd'hui, les gens font leur éducation nutritionnelle via la publicité. Qu'est-ce qu'il y a de plus orienté que la publicité ? Mais ça, étant donné que c'est dans la culture générale, en fait, on baigne tellement dedans qu'on ne se rend même pas compte que c'est orienté, que c'est biaisé. Et on a l'impression que c'est tout ce qui va à l'encontre de ça, du paradigme dans lequel on baigne. Du coup, tout le reste, c'est idéologique, c'est orienté, etc. Et puis, les résultats qui sont présentés dans le documentaire sont vrais, sont fiables. Pour le coup, ça, c'est vraiment qualitatif. Mais oui, il y a tout ce côté scénarisé à l'américaine, ça, c'est indéniable. Cela dit, sur ce docu, tout n'est pas positif d'une certaine façon, parce que les véganes, en tout cas ceux qui ont été soumis à ce protocole, la plupart de ceux qui étaient justement alimentés par uniquement de la nourriture végétalienne perdaient de la masse musculaire. Et on sait qu'aujourd'hui, tout le monde fait de la salle, les jeunes, ils vont tous en salle pour avoir des gros muscles et tout. Donc ça ne jouait pas forcément en faveur de cette alimentation. Je trouvais que du coup, c'était un peu plus nuancé que ce qu'on pouvait imaginer. Deux choses. Premièrement, effectivement, il y a les lois Egalim, il y a les lois, il y a plusieurs lois différentes pour les cantines scolaires. Donc il y a besoin d'utiliser le levier de la commande publique, c'est ça que je voulais dire, pour aller des écoles et de l'éducation pour aller vers une meilleure alimentation. Et ça, c'est important. Dans la loi Egalim 2 ou 3 ou 4, je ne sais plus où on en est, qu'on puisse gagner un deuxième jour. Voilà. Et petit à petit, parce qu'il y a un enjeu psychologique et culturel qui est très très fort. On nous dit tout le temps, mais ça fait des milliers d'années, on était chasseurs-cueilleurs, c'est normal, c'est naturel, voilà. Donc il faut sortir de ça. Deuxièmement, par rapport aux agriculteurs, nous avons besoin effectivement ce qu'on appelle nous le protectionnisme solidaire, c'est arrêter d'importer n'importe quelle viande animale déjà, parce qu'on en a suffisamment pour nous et on en exporte beaucoup et il n'y a pas besoin de faire tous les accords de libre-échange. Troisièmement, il faut aider les agriculteurs et je pense qu'effectivement, il faut réorienter l'argent de la PAC et pas que, et carrément proposer aux agriculteurs une PAC inversée, c'est-à-dire qu'il faudrait annuler toutes leurs dettes à partir du moment où ils sont OK pour transitionner. On va dire le mot c'est transitionner, allez, on va rester avec ça. Pour transitionner, et aussi nous avons besoin d'AgroParisTech, avec le CEREMA, de groupes de spécialistes, des spécialistes de la terre, j'ai oublié le nom du couple super connu qui répare les sols, parce qu'on a besoin de tout ça, c'est un ensemble.
On ne sortira pas, les agriculteurs et notre alimentation et nous tous, de milliers d'années, j'allais dire, d'habitudes capitalistes et d'habitudes nutritionnelles. Donc il faut vraiment qu'on arrive à travailler tranquillement, mais sereinement aussi, parce que les agriculteurs, dès qu'ils ne sont pas contents, ils sortent avec leur tracteur au ministère de l'Agriculture. Et il faudra prévoir ça. Donc effectivement, si on annule nos dettes, ça évitera peut-être quelques tracteurs dans la rue, premièrement. Et si on les accompagne culturellement et si on leur offre gratuitement l'appui technique dont ils ont besoin pour la transition, voilà. Et ça veut dire bien sûr que c'est nos impôts qui allons payer ça. Mais je crois que ça vaut le coup d'analyser dans ce sens-là. Et je terminerai par une info. S'il y a des habitants du 18e ici, on va lancer le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation dans le 18e. Donc, et si vous n'êtes pas 18e, créez le vôtre partout où vous êtes. Et je suis dans un groupe de travail de la France Insoumise au sens large, avec Émeric, évidemment, et d'autres députés. Nous allons proposer un projet de loi pour cette sécurité sociale de l'alimentation, dans laquelle il y aura ce volet, on va faire le lien avec le carnet, le livret agriculture, pour permettre de gagner des agriculteurs à cette cause-là. Voilà. Et aussi les familles et les enfants dans l'éducation, parce qu'effectivement, c'est vrai que tout ce qui a été dit est juste. Hein. Moi aussi, on me prend la tête avec la B12, on me prend la tête avec plein de trucs. Je suis culturellement un viandard. Je suis à moitié portugais et je suis désolé, mais le chorizo et les choses comme ça, bon, c'est tellement habituel chez nous, mais ici aussi, hein, voilà, qu'il faut y aller progressivement. C'est comme arrêter le tabac. Il y en a plein qui n'arrivent pas à arrêter le tabac et on sait que c'est une drogue et que ça attaque le cerveau. Mais je trouve quelque part aussi cette culture de la viande nous a attaqué le cerveau d'une autre façon. Et l'estomac, et qu'il faut qu'on puisse s'en sortir. Non, juste pour dire, au Portugal, ils sont plus en avance que nous aussi, pour le coup, car dans toute la région. Vous voulez répondre à ça ou je continue ? Bonsoir, merci pour les pistes de réflexion intéressantes, notamment celle sur la division des tâches. Je pense que là-dedans, on tient quelque chose dans ce qui concerne la mise à l'écart, la distanciation avec l'horreur de l'extermination animale, quoi. Par contre, moi, il y a des trucs qui m'ont dérangé ou alors qui sont pas clairs. Vous parlez de végétaliser donc les terres et l'agriculture. Mais j'ai pas entendu beaucoup de choses par rapport au capitalisme et à l'anticapitalisme. Végétaliser, c'est bien, mais dans quel but ? Aujourd'hui, on a une agriculture qui est très exportatrice. Est-ce que du coup, on continue avec ce schéma-là en végétalisant et du coup en produisant toujours plus de céréales, toujours plus de légumes, etc., mais de céréales notamment, ce qui amènerait en fait à toujours plus d'exportation de produits céréaliers vers potentiellement des pays comme la Chine, etc., qui développent des énormes fermes d'élevage, etc., intensifs. Et donc à terme, promouvoir un modèle qui ne serait pas du tout antispéciste en fait. Donc pour moi, il faut proposer un autre modèle aux paysans, paysannes, reprendre des modèles comme ce que fait Terre de Liens à l'échelle et le généraliser, stopper l'agriculture exportatrice et voilà. Sinon, si on continue à réformer la PAC et en fait promouvoir un modèle qui s'inscrit toujours dans le capitalisme, en fait, on va toujours promouvoir des choses qui sont pas antispécistes. Voilà. Merci. Une réaction ? Oui, c'est ça. Enfin, globalement, je pense qu'on est tout à fait d'accord. Après, là, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas parlé d'anticapitalisme parce que c'était pas globalement le sujet de la soirée, mais oui, on est tout à fait d'accord. Et je pense que sur le modèle du coup qu'on voit un peu toutes et tous, c'est que, comme tu disais, le fait de végétaliser l'agriculture, ça permet de libérer des terres. Et ça, je pense que c'est un sujet qui est aussi porté par le gouvernement en ce moment, le côté souveraineté alimentaire, de dire qu'il faut qu'on soit autosuffisant. Et voilà. Et je pense que sur le côté exportation, je pense que je te laisserai un peu plus répondre là-dessus. Mais oui, du coup, je pense que la souveraineté alimentaire, ça va aussi dans le côté laisser les autres être souverains chez eux et ne pas forcément chercher à aller leur exporter ce qu'on fait.
Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que végétaliser l'agriculture, ça permettrait justement d'avoir des plus petites exploitations, de réensauvager des espaces aussi. Parce que là, aujourd'hui, on a 60% des terres agricoles françaises qui sont dédiées à l'élevage, ce qui est énorme. Et si on arrêtait d'utiliser... Pardon ? 77 ? Ok, autant pour jeu. Et oui, du coup, ça permettrait de laisser de l'espace à la vie sauvage, ce qui aujourd'hui manque énormément. Et je pense que quand on parlait un petit peu de l'imaginaire tout à l'heure, en fait, je pense que beaucoup de gens se figurent les terres agricoles comme des espaces naturels. C'est pas le cas. Quand tu as un espace avec un sol à nu ou avec ça d'herbe dessus, parce que c'est une grande culture, c'est pas un espace naturel. C'est un espace qui a été modifié par l'homme. Alors certes, c'est sans doute mieux qu'un espace bétonné avec un parking dessus, mais c'est pas un espace naturel pour autant. Donc oui, je pense qu'il y a aussi toute cette vision-là qui permettrait de vraiment réensauvager les espaces. Oui, très rapidement, mais je vais dans ton sens. Bon, je ne suis pas non plus économiste et sur la balance commerciale et les effets que pourrait avoir l'arrêt d'une agriculture exportatrice. Je pense que voilà, ça peut poser des questions, mais on se situe évidemment clairement dans une perspective anticapitaliste et avec la volonté de relocaliser, de se réapproprier les moyens de production, évidemment. Et j'insiste sur ce que disait Astrid, l'élevage affame le monde. L'élevage ne nourrit pas le monde. C'est-à-dire, si on considère le nombre de, on va dire, de calories végétales qui sont ingérées par les animaux et qui sont aussi comestibles par les humains, on se rend compte qu'il y a un gâchis phénoménal de ressources et que du coup, substituer les espaces occupés aujourd'hui par l'élevage, y compris les cultures fourragères, par des cultures directement comestibles pour l'homme, permettrait non seulement évidemment de réensauvager, comme l'a dit Astrid, mais aussi de nourrir beaucoup plus d'humains. Une étude a été menée aux États-Unis, on va dire, qui simulait l'idée de supprimer à l'échelle des États-Unis l'ensemble des cultures, de l'élevage pour lui substituer des cultures comestibles par l'homme, et ça aboutissait à la possibilité de nourrir le double d'Américains. Voilà. Avec le même niveau d'apport nutritionnel pour chacun. Donc c'est extrêmement positif également en termes de souveraineté alimentaire et de lutte contre la malnutrition et les famines qu'on voit encore dans le monde. J'attends qu'elle revienne. Non. D'accord. Non, mais non, parce que oui, j'attends qu'elle revienne parce que je voudrais la remercier pour son intervention. Alors, je pense qu'elle... mais sinon, je vous la redonnerai après. Oui, allez. Oui, encore une question. Quand on a parlé tout à l'heure du décret ou de la loi mon vocabulaire juridique n'est pas très au point, qui a été voté pour qu'on puisse plus dire steak végétal, etc. Alors une initiative d'une marque de simili-carné qui s'appelle Accro, ça a été de réorthographier steak, donc ils l'ont réorthographié STE, accent grave QE, nugget, NEGATE, enfin voilà. Donc ils ont sorti ça en modifiant l'orthographe. Je ne sais pas si ça peut être quelque chose qui peut marcher. Mais quelque chose que je ne comprends pas, c'est que ça ne s'applique qu'aux marques françaises. C'est juste les simili-carnés français qui n'auront plus le droit d'étiqueter steak, etc. Mais les produits d'importation pourront toujours. Donc même si on pense que le gouvernement est dans une logique purement économiste et pas du tout écologique ou éthique, je ne comprends pas sa logique, puisque une filière qui est en plein développement, à savoir tout ce qui est alimentation végétale, une filière française, ils sont en train de la démolir. Donc je ne vois pas la logique, même si on est dans une vision purement économiste, je ne comprends pas la logique. Donc si quelqu'un peut m'expliquer. Voilà. Pardon, en tout cas, c'est totalement absurde. Ça n'a juste aucun sens. C'est complètement contre-productif, y compris pour faire émerger de nouvelles façons de produire, des nouvelles innovations porteuses de solutions. Donc on est vraiment dans un discours purement d'effet d'annonce, de communication, d'idéologie, et qui n'a aucun effet pratique sur le terrain, en fait. Parce que ceux qui achetaient ces simili-carnets continueront à le faire. Ces marques qui sont très créatives trouveront des solutions pour, pas forcément réorthographier, mais aboutir à finalement légitimer leur production. C'est sûr, il y a des actions en justice qui sont en train d'être montées. Donc voilà, on est sur quelque chose de totalement bête, quoi.
là-dessus, si je peux ajouter un petit truc quand même, je pense que si, la raison, c'est que pour l'instant, on est sur David contre Goliath. Et donc, très clairement, Goliath, c'est l'industrie des produits carnés. Donc, le gouvernement va dans ce sens-là. Pour l'instant, tout ce qui est alternative à la viande, ça ne représente pas un secteur suffisamment fort et suffisamment grand pour que le gouvernement y prête attention et voit ça comme une opportunité. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Et par contre, sur le côté, sur les marques, oui, certes, je pense que les marques vont trouver des parades et sont largement assez inventives pour contrer ça. Maintenant, là, il y a quelques jours, j'étais sur un événement où il y avait un des fondateurs de La Vie, donc La Vie, une des marques d'alternatives végétales, et ce que lui disait, c'est que malgré tout, il n'était pas non plus hyper positif dans tout ça, parce qu'une personne lui a demandé est-ce que c'est pas quand même un bon signe de voir qu'ils se battent contre nous, etc. Il disait oui, mais quelque part, c'est pas si positif que ça, parce que ça va dans tout un imaginaire et ça va dans tout un narratif qui a été fait pour saper ces alternatives. C'est-à-dire que voilà, on a vraiment mis l'accent sur le côté oui, mais c'est des produits ultra transformés, etc. Alors que quand on regarde d'un point de vue santé, alors certes, il y a de tout dans les alternatives à la viande. Il y en a des très saines et il y en a des ultra transformés. Mais quand on regarde à produits équivalents par rapport aux produits carnés, non seulement c'est pas pire que les produits carnés, mais souvent c'est quand même, ça reste plus sain que les produits carnés. Maintenant, c'est sûr qu'il faut comparer à produits équivalents, c'est-à-dire qu'on va comparer un cordon bleu vegan avec un cordon bleu non vegan. Si on compare un cordon bleu vegan avec quelque chose qui est non transformé, bah oui, certes, ce sera sûrement moins bon, ou en tout cas, ce sera plus ultra transformé que le produit carné. Mais de la même façon que si on compare, mettons, de l'huile avec une carotte, bah oui, d'un côté, on va trouver qu'il y a un truc qui est très gras et l'autre qui l'est pas du tout. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il faut remettre un petit peu de logique aussi là-dedans. Oui, alors du coup, je voulais vous remercier tous les quatre pour votre magnifique intervention. Vraiment, merci du fond du cœur. Le level, il est super haut. Je suis très contente d'être là. Alors moi, je suis née dans un des berceaux français, le Charolais, de la viande charolaise. J'ai grandi dans une ferme. Je suis née, j'ai vu toutes les horreurs, j'ai été traumatisée, enfin bref. Donc voilà, c'était important pour moi de changer, bien sûr, de quitter ce milieu qui est très dur. Par contre, je m'intéresse beaucoup à l'épigénétique, dans l'information génétique. Et ce que je trouve, c'est qu'on ne s'attache pas assez dans ce qu'on voudrait, dans le message qu'on veut faire passer, au passé que l'humain a vécu avec la viande. Moi, je pense que l'humanité, elle a traversé des périodes où les végétaux ont été des fois détruits par des maladies, des intempéries, des problèmes climatiques. Et le seul moyen de survie qu'on avait, c'est de manger de la viande. Et ça, je le sens au fond de mes cellules, alors que je ne suis pas pour. Mais je sens, moi-même qui ai été maman, je sens la femme préhistorique en moi. Et je sens que, je ne dis pas qu'il faut manger de la viande du tout, parce que maintenant, justement, on est dans une espèce de paix, on va dire, par rapport à ce qui a pu se passer à des événements sur la Terre ou des maladies. Je veux dire, quand on est dans une ferme, justement, dans le monde paysan, on se rend compte que des fois, il y a une récolte qui est foutue, il y a eu des insectes, des parasites, il y a les pommes qui sont véreuses, il y a tout le verger qui est foutu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le végétal, c'est pas pour sauver ton enfant, quelque part. C'est quelque chose qu'on aime, qui a du goût, qu'on aime, mais c'était pour sauver ses enfants. Il y a eu des moments où on a été obligé de prendre de la viande. Et c'est inscrit dans notre ADN. Et je me demande comment on pourrait lutter contre ça. En fait, je pense qu'on pourrait arriver à des grands changements sur la planète si on pouvait faire passer un message subliminal aux gens comme quoi ils peuvent se reposer et débrancher avec cette envie de carnation qui pense obligatoire. Et je pense qu'on a le pouvoir, nous les petits, puisque c'est nous, l'acheteur, c'est pas les gouvernements, c'est pas les lois, c'est tout ça, c'est celui qui consomme. S'il décide de boycotter, c'est le boycott. Et comment on peut faire le boycott et tout ça. Voilà. Merci. Peut-être une dernière réaction, puis avant que tout le monde parte, on va peut-être aussi en discuter et découvrir aussi les ouvrages de Jean-Marc qui sont à la vente ici. Il y a des tracts, peut-être on va finir par une dernière réponse avant de discuter peut-être. Oui, alors moi je m'y connais pas spécialement en épigénétique. Par contre, je suis tout à fait d'accord sur le fait que je pense la consommation de viande, de produits laitiers, etc. est vraiment très ancrée dans la psychologie des gens
Et très clairement, quand on a mangé des bons petits plats de sa grand-mère, quand on était petit, etc., c'est quelque chose qui reste vraiment très, très ancré. Donc oui, là-dessus, je parlerai plus du côté psychologique où effectivement, je pense que c'est pas forcément... je sais pas s'il y a un côté intergénérationnel, dans le côté... Après, dans le côté survie, moi, la vision que j'ai, je me suis pas mal intéressée à l'histoire de l'alimentation. Et pour le coup, alors peut-être que c'est vrai dans certains contextes et notamment dans certaines cultures, je pense notamment aux Inuits ou voilà, à toutes les cultures qui sont comme ça très très nordiques ou à l'inverse dans les cultures plutôt désertiques. Maintenant, dans les cultures occidentales ou même quand on parle d'hommes préhistoriques, là on est en train de revenir justement sur cette idée que les hommes de Cro-Magnon mangeaient énormément de viande. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dernièrement sur des ossements mais aussi sur des restes alimentaires d'humains de la préhistoire qui montrent qu'en réalité leur alimentation était majoritairement végétale. Et si on a mis tellement de temps à s'en rendre compte, c'est aussi parce que en fait, les végétaux se conservent moins bien. Les restes animaux, il y a des os, donc voilà, on voit bien ce qui était mangé. Par contre, il n'y avait pas spécialement, on ne retrouvait pas de restes végétaux. Et il y a quelques années, je crois que c'est en Israël, où il y a eu justement des jarres, etc., qui ont été découvertes avec encore des restes végétaux très bien conservés dedans. Et en fait, ils avaient une alimentation qui était même plus variée que la nôtre en termes de végétaux. Ce qu'on peut dire également, c'est que moi, j'ai fait quelques petites recherches aussi sur l'alimentation du Moyen-Âge, où on a vraiment cette image d'une période très carnée, avec des banquets à base de cochons de lait, etc. Quand on parle de cette alimentation-là, on parle de l'alimentation des élites. C'était pas du tout représentatif de l'alimentation de la majorité des gens. Et si on n'a que cette trace-là aujourd'hui, c'est parce que en fait, c'était considéré comme la seule chose qui était digne d'être relatée dans les chroniques, etc. On ne s'intéressait pas à l'alimentation des petites gens et certainement pas pour la mettre dans des livres. Donc voilà, c'est vraiment cette trace-là qui restait. Mais d'une façon tout à fait logique et pragmatique, c'était pas possible à cette époque-là d'avoir une alimentation très carnée. Alors certes, les gens mangeaient de la viande, mais en fait, on ne pouvait pas se permettre d'avoir une alimentation très carnée parce que quand on tuait un bœuf, en réalité, le bœuf, c'était la force de travail qui servait à labourer les champs. Donc le jour où on tue le bœuf, c'est vraiment parce que c'est un sacré banquet. On mangeait simplement les bœufs et les vaches quand ils étaient déjà très âgés, donc c'était une viande qui n'était pas... c'est pas la viande tendre qu'on connaît aujourd'hui. De même pour les poules, on pouvait se permettre d'avoir quelques poules sur la ferme, mais ce n'était pas des élevages comme on connaît aujourd'hui, et elles servaient surtout pour les œufs. Les œufs, la production d'œufs, c'était pas du tout celle qu'on a aujourd'hui avec 300 œufs par an, ça c'est juste de la folie. C'est des races qui ont été sélectionnées génétiquement pour en arriver là. Mais sinon, à la base, les poules ne sont pas censées pondre l'hiver, elles pondent 30 à 50 œufs par an. Et de même, le jour où on décidait de tuer la poule, on savait qu'on n'allait plus avoir ses œufs par la suite. Donc on mangeait la poule quand elle était déjà très vieille. Et voilà, ça faisait de la viande qui était aussi assez peu tendre. Les cochons, il faut savoir que ce sont des animaux qui ont besoin de beaucoup manger pour pouvoir être engraissés. Donc, en fait, les cochons, les seules personnes qui pouvaient se permettre de vraiment manger de la viande de cochon, encore une fois, c'était les très riches qui percevaient des impôts en nature, donc qui percevaient notamment des céréales venant des paysans qui leur permettaient, eux, d'engraisser les cochons. Mais avoir un cochon sur une ferme, ça voulait dire qu'il fallait le nourrir à base d'énormément de déchets, ou de végétaux, mais donc c'était pas rentable en soi. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire pour revoir un petit peu tous les préjugés qu'on peut avoir là-dessus, en tout cas toutes les idées reçues qu'on peut avoir. Ceci dit, ce qui est vrai, c'est que après la peste noire, il y a eu une augmentation de la consommation de viande parce qu'il y avait moins d'humains et donc moins de force de travail. Sur ces épisodes-là. Oui, voilà, c'est ça. Qui marquent l'humain dans sa génétique. C'est ce que je voulais simplement. En fait, là-dessus, c'est des épisodes, je pense, assez peu marqués. Et puis même avec cette augmentation de la consommation de viande à cette période, c'était pas une augmentation comme ce qu'on connaît maintenant. Encore une fois, c'était juste pas possible, ne serait-ce qu'économiquement, c'était pas tenable de manger de la viande comme on le fait maintenant. Merci, on va clôturer. Merci pour vos interventions, merci pour vos questions. On a donc les livres de Jean-Marc et pas que. On a des tracts aussi de l'association de Virginia Marcus, parce qu'on en a beaucoup parlé. Voilà, et on a un petit peu de jus de fruits, si vous voulez boire un petit coup avant de partir. Voilà. Merci beaucoup.